Voilà, donc on va aujourd'hui parler de qualité de code. Et puis, en fait, que vous essayez d'apprendre à écrire des codes qui soient relativement bien conçus, propres, et de ce que vérifie un certain nombre d'outils qui sont là, justement, pour assurer la qualité de code. Donc, il existe plein d'outils qui permettent de faire ça. Je vous en cite quelques-uns ici: Checkstyle, Findbuzz, PMD. Findbuzz, je crois, a changé de nom depuis, je ne sais plus comment il s'appelle exactement. Voilà. Alors on verra que les intersections entre ces outils sont non nulles, mais qu'il y a un certain nombre de choses importantes. Et donc là, moi, je vais m'intéresser notamment à ce que vérifie Checkstyles. L'idée étant que vous ayez ensuite des idées sur ce que c'est qu'un code bien écrit. Et puis on appliquera ces outils-là en TP. D'accord. Alors attention, après ça reste des outils qui font un calcul bête et méchant. Donc après, il faut juger les avis de ces outils-là avec un certain recul aussi. Et puis en plus, ces outils-là, ils sont configurables, donc vous pouvez très bien mettre dans ce qui est accepté, ce qui n'est pas accepté, des choses qui sont qui finalement correspondent à n'importe quoi. Donc Checkstyle, effectivement, il est grandement configurable, et ici on va présenter que les fonctions de base de Checkstyle. Et donc parmi les choses que va vérifier Checkstyle, il va vérifier déjà des choses juste sur les blocs de code. Par exemple, il n'aimera pas que vous mettiez des blocs vides. C'est légalement possible en Java de mettre des blocs vides, d'accord, mais ce n'est pas quelque chose que Checkstyle va accepter, parce qu'a priori ça n'a pas d'intérêt, ça risque de complexifier un peu la structure de votre code. Il y a aussi plusieurs façons de structurer son code. Par exemple, où est-ce qu'on place l'accolade ouvrante? Il y a plusieurs philosophies qui existent. On peut la placer à la fin de la ligne qui introduit le bloc. On peut aussi la placer à la nouvelle ligne. Et donc ça, les exemples classiques que vous avez, si je ne dois pas avoir d'éclipse de lancer, je vais lancer là. Ça fait beaucoup de pages. Alors. Donc vous voyez, ce que j'utilise et ce qui est souvent recommandé en Java, c'est d'avoir à chaque fois l'accolade qui est ici à la fin de la ligne. Mais ce même code, j'aurais pu l'écrire autrement. Ici, je ne sais plus où est celui-là, peu importe. Une classe. J'aurais pu écrire ça sous la forme suivante: aller à la ligne ici. Non, j'ai dit aller à la ligne là, voilà. Et du coup, mettre ça ici. Et là, du coup, ça veut dire que je serai allé à la ligne ici. Et que là, je serai allé à la ligne là. Et là, ici. Ouais, la colle qui traîne, d'accord. Voilà, ça c'est une autre façon de faire pour présenter son code. Alors, pardon? Il manque une accolade du coup. Oui, exactement, celle-là. Directement. D'accord. Donc les deux techniques existent. Par contre, déjà on va éviter de mélanger les deux dans un même développement. D'accord. Même si c'est un projet qui est fait à 300 personnes, eh bien on va utiliser le même format pour tout le monde. Et donc au niveau de Checkstyle, on peut configurer si on préfère ce style-là ou l'autre. D'accord. Beaucoup de gens préfèrent quand même l'autre style qui prend un peu moins de place. Vous voyez que là, du coup, on utilise des lignes juste pour les accolades. Ça fait un code qui est très long, du coup, finalement. Et donc, ce n'est pas la version qui est la plus pratiquée. Mais voilà, c'est une façon de faire qui existe. Et au niveau de Checkstyle, on peut donc configurer si on veut cette façon-là ou si on veut l'autre. On peut aussi demander à forcer les accolades. Vous savez qu'en C, quand j'ai un if, par exemple, qui prend qu'une seule instruction, je ne suis pas obligé de mettre des accolades. C'est-à-dire que là, je pourrais mettre ici, je pourrais mettre if true. Bon, si j'ai deux instructions, je suis obligé de mettre ici
des accolades pour mettre tout ce qui est dans le if. D'accord? Voilà. Là, j'ai pas le choix. Mais si j'ai qu'une seule instruction, si j'ai ici que ça, je suis pas obligé de mettre les accolades. Je pourrais très bien écrire ça comme ça. Ça, c'est valide en Java. D'accord? C'était valide en C. Et la plupart des langages qui après ont été conçus pour essayer de reprendre la syntaxe du C ont continué d'autoriser ça. Alors ça pose un petit problème. C'est que du coup, si ensuite je décide de modifier mon code et que je veux rajouter ici une deuxième ligne, eh ben, je peux le mettre comme ça et j'ai l'impression que ça va être dans le if, alors qu'en fait, c'est pas dans le if. D'ailleurs, vous voyez, quand on utilise un IDE, Eclipse, il me l'a tout de suite mis là. D'accord? Pour vous montrer que c'est pas dans le if. C'est comme ça. Et, enfin, moi je le mets comme ça, mais en fait, ce sera interprété comme ça. D'accord? Et ça, d'ailleurs, c'est un petit problème où vous verrez ça l'année prochaine quand vous entendrez parler de grammaire algébrique. C'est ce qu'on appelle dans la grammaire du C un conflit shift-reduce. Donc il y a une petite ambiguïté ici à ce niveau-là. Donc la priorité, elle a été définie pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, mais ça pose un certain nombre de problèmes. Alors curieusement d'ailleurs, Perl, qui est sorti bien avant Java, avait décidé de régler ce problème et avait imposé les accolades. Et puis derrière, d'autres langages qui sont sortis, comme Java mais d'autres aussi, qui ont repris aussi la syntaxe du C, ont autorisé l'absence d'accolades. Et c'est un peu dommage, mais c'est généralement déconseillé. Et c'est pour ça qu'avec Checkstyle, on peut par exemple lui demander et de vérifier qu'on a toujours les accolades. Après, il y a aussi la place de la commande fermante. Est-ce qu'on la met sur la même ligne que l'instruction suivante ou est-ce qu'on la met toute seule? En général, ça va de pair avec la place de l'accolade ouvrante. D'accord? Pas de bloc imbriqué sans raison. Qu'est-ce que c'est qu'un bloc imbriqué sans raison? Eh bien, toujours là en Java, je peux très bien mettre ici, ça, ici dans un bloc. D'accord? Ça, c'est légal. Mais ce bloc-là, il ne sert à rien. D'accord? Donc, autant s'en débarrasser. Ça rajoute un niveau d'indentation, ça complique donc la lecture du code, alors que ça n'a aucun intérêt. Donc, voilà, par exemple, un outil, enfin, quelque chose que peut vérifier Checkstyle. Au niveau de la conception des classes, Checkstyle peut aussi vérifier, par exemple, que seules les variables de classe public final, seules les variables de classe final peuvent être publiques au niveau des, donc j'ai bien des variables de classe. Et qu'une variable de classe qui n'est pas final ne devrait pas être publique. Dans une classe finale aussi, donc une classe dont tous les constructeurs sont privés, a priori, doit forcément être finale. Pourquoi? Parce que quand on a une classe, donc qu'est-ce que c'est qu'une classe final? Déjà, je rappelle, c'est une classe dont aucune classe ne peut hériter. Et quand une classe B hérite d'une classe A, ça veut dire que les constructeurs de B devront forcément appeler un constructeur de A. C'est le principe du charge des constructeurs. Mais si tous les constructeurs de A sont privés, aucune autre classe, même une sous-classe, ne peut appeler le constructeur de A. Donc si une classe a tous ses constructeurs privés, je ne pourrais jamais réussir à écrire une sous-classe de cette classe-là. D'accord? Donc, autant le dire explicitement, en notant que la classe en question est final. Voilà. Après, ça, vous voyez, quand je disais qu'on peut en discuter, une interface est un type. Ça veut dire interdire une interface ne définissant pas de méthode. Alors en fait, il y a deux types d'interfaces qui ne définissent pas de méthode. Il y a des interfaces qui ne définissent que des constantes. Donc ça, vous en avez quelques-unes. Par exemple, vous avez en Swing, vous avez une classe qui doit s'appeler Swing Constants, qui définit que des constantes. Eh bien, ça ne devrait pas être une interface. Il y a d'autres façons de définir les constantes que de passer par une interface. Alors, pourquoi on met ça comme une interface? Parce que du coup, j'ai plus qu'à faire un import statique interface.étoile et je peux utiliser mes constantes directement. Donc ça facilite l'utilisation de constantes. Mais ce n'est pas ce que devrait être une interface. Et après, on a aussi les interfaces marqueurs. Qu'est-ce que c'est qu'une interface marqueur? C'est une interface qui n'a pas de méthode, mais qui est là pour dire que ma classe, elle vérifie quelque chose. Et par exemple, si je reprends l'API standard Java,
déjà, on doit avoir Javix. Je cherche ici constante. Non, c'est pas la fille. Non, comment elle s'appelle? Swing constante, je sais plus. Voilà, swing constante. Donc ça, c'est un genre d'interface ici, qui n'est là que pour définir des constantes. Vous voyez, ça existe dans l'API Java, et pourtant, ça fait partie des choses déconseillées. Et l'interface marqueur, c'est pareil. On le trouve aussi pareil dans les API standards Java. Si je vais dans Java.util, voilà. Si on garde la classe ArrayList, elle est là. Vous voyez qu'elle apporte l'interface ici, elle apporte l'interface Random Access. Et l'interface Random Access, si on la regarde, hop, eh ben, il n'y a rien du tout. Alors, c'est quoi ça? En fait, c'est juste pour dire, la classe ArrayList, elle donne accès aux éléments de ArrayList en temps constant. C'est ça ce que ça veut dire, le Random Access, ça veut dire qu'on a un accès direct aux éléments de la liste. Donc ça, c'est ce que va avoir ArrayList, oui, c'est ça. C'est ce que va avoir aussi une classe comme Redec. Redec, elle n'est pas marquée comme en temps constant, elle. Par contre, Vector, elle est aussi marquée ainsi. Mais si du coup on recrée une classe ArrayList et qu'on n'implémente pas l'interface Random Access, ça fonctionnera toujours ou pas? Oui, en fait, c'est juste pour dire aux gens qui veulent utiliser cette classe, ils peuvent éventuellement vérifier si on a une garantie qu'on est en temps constant ou pas pour accéder à une donnée. D'accord? Mais après, si c'est pas le cas, ou si tu le mets pas, potentiellement c'est que des classes qui vérifieraient ça refuseraient d'utiliser une instance de ta classe alors que ça devrait marcher. Mais c'est tout. Et donc tu vois, Vector c'est pareil, on plante Random Access. Alors que si on prend link list, donc il y a une liste chaînée, évidemment pour accéder au énième élément d'une liste chaînée, il faut que je parte depuis le début et que je les passe pour un par un, donc je ne suis pas en temps constant, d'accord? Donc linked list, forcément, elle n'apprend pas Random Access. D'accord? Donc ça, c'est une interface marqueur. Et donc vous voyez que Clonable, clonable, ça c'est pour dire en fait que je peux faire un clone dessus. mais c'est aussi une interface marqueur ou pas? Alors c'est un peu spécial clonable parce que effectivement c'est une interface marqueur parce que la méthode clone elle est déjà dans la classe object. Donc du coup elle a tout à fait un rôle d'interface marqueur. D'accord? Une class implements the clonable interface to indicate that the object for clone method that it is legal for that method to make a field for field copy of instance of that class. Voilà, ça veut dire que si je fais ça, eh bien la méthode clone de object qui existe peut faire une copie champ à champ des éléments de ma classe. Voilà, et c'est effectivement une interface marqueur qui est utilisée par la méthode clone de la classe object. Alors, non, c'est pas ça que je voulais faire, c'est ici. Et donc aussi, quand une classe est une classe utilitaire, donc avec aucun constructeur public, enfin si une classe contient que des méthodes statiques, il faudrait que j'ai a priori aucun constructeur public. Donc une classe qui contient que des méthodes statiques, vous avez un exemple, c'est la classe math. D'accord? C'est une classe qui est juste un ensemble de fonctions finalement et pas vraiment des méthodes, qui ne s'appliquent pas à des instances de maths. Donc il n'y a aucune raison de créer d'instances de maths. Donc du coup, ce qu'il faut faire dans ces cas-là, pour être clair aussi, c'est s'assurer qu'on n'a aucun constructeur public. Sachant que, par défaut, dans une classe, si on ne met pas de constructeur, Java nous met un constructeur par défaut sans argument qui est public. Donc ça veut dire qu'éventuellement, pour ces classes-là, il faut définir un constructeur sans argument, qu'on met par exemple private, pour être sûr qu'on ne pourra jamais créer d'instance de cette classe-là, parce que ça n'a pas de sens de créer d'instance de cette classe-là. D'accord? Alors, je continue dans ce que peut vérifier CheckStyle, par exemple. Les méthodes non privées des classes pouvant être sous-classées doivent être soit abstraites, soit finales, soit avec un corps vide. Oui, alors ça, j'ai mis discutable. Hein. Effectivement, on peut se poser la question. Ça peut être pratique quand même de pouvoir redéfinir des méthodes. Et ça, clairement, c'est pas ce que permet ce critère-là. Donc cette règle-là, on n'est pas obligé de la faire vérifier. Moi, j'ai tendance à dire qu'il ne faut pas la faire vérifier. Voilà. Une classe d'expression d'exception, normalement, ne doit comporter que des champs final.
Limiter le nombre d'exceptions envoyées. Alors ça, on va y revenir après quand je passerai des concepts très généraux. Là, en fait, je pars sur un exemple concret avec ce que fait CheckStyle. Puis après, on verra des concepts plus généraux. Eh bien, c'est bien d'avoir toujours des choses un petit peu limitées et pas avoir quelque chose qui est trop compliqué à lire. Et donc, par exemple, c'est bien qu'une méthode, elle ne renvoie pas 15 exceptions de nom différentes. Sur les exceptions, je rappelle qu'on a aussi, ce sont des classes hein, qui définissent les exceptions. On a donc une relation d'héritage. Donc, si votre méthode peut renvoyer plusieurs exceptions, on peut peut-être essayer de mettre comme type d'exception le surtype général à toutes les exceptions qu'elle pourrait renvoyer. D'accord? Ce sera éventuellement un petit peu plus clair. Et l'avantage, donc ça évite après les caches multiples, et puis ça force à définir, donc comme je disais, une hiérarchie d'exceptions. Et notamment, c'est-à-dire que pour vos projets, il ne faut pas hésiter à définir toute votre hiérarchie d'exceptions, qui permet de bien segmenter un petit peu tous les types de problèmes que vous pouvez avoir et d'avoir vos classes d'exception propres. D'accord? Alors, on peut avoir aussi, lorsque vérifie CheckStyle, la place des éléments, par exemple, les classes internes, on les met à la fin, dans une classe, pour éviter de perturber le contenu de la classe principale. Après, on a des choses aussi sur la syntaxe du code. Par exemple, on peut imposer que quand on déclare un tableau en extension comme ça, on termine toujours par une virgule. Quand il est sur plusieurs lignes, en fait. Donc là, je suis sur une ligne, mais si on met sur plusieurs lignes, l'avantage, c'est que ce sera plus facile de rajouter des choses. Cette virgule, elle ne sert à rien, mais imaginons que j'ai déclaré mon tableau comme ça, ici. Donc je peux mettre 1, 2, 3, enfin 4, peu importe, 5. Je pourrais très bien m'arrêter à ça. D'accord? L'avantage, éventuellement, de mettre une virgule ici, c'est que le jour où je veux rajouter une ligne, ben, je n'ai pas à revenir à la ligne supérieure. Je peux rajouter une ligne avec la virgule, etc. Voilà. C'est juste pour vous dire que on a quelquefois comme ça des choses qui semblent effectivement aller dans le détail, mais ça fait partie des choses qu'on peut imposer dans une entreprise où en général on cherchera à avoir donc une unité de codage, plein de normes sur de convention de code, et on peut aller dans ce genre de choses. L'opérateur ternaire, que vous connaissez peut-être, qui permet d'écrire en une ligne une affectation à une variable, eh bien, c'est une condition pour l'interrogation, la valeur affectée à la valeur si la condition est vraie, 2 points, la valeur affectée à la variable si la condition est fausse. C'est un opérateur qui est particulièrement illisible. Donc, il est déconseillé d'utiliser, on peut remplacer ça par un if à la place. D'accord? Donc ça, hein, ici, c'est pareil, quand j'écris ici, A égale, je vais mettre B, int, B égale, ici, A de 0 supérieur à 10, alors 2, sinon 3. Voilà. Ça veut dire if A de 0 supérieur à 10, B égale 2, else B égale 3. D'accord? Voilà, après il y a l'opérateur, enfin le fait de pouvoir faire ce genre de choses, une affectation qui dépend d'une condition, c'est quelque chose qui est finalement assez fréquent. Et donc il y a plein de langages qui vont essayer de définir un opérateur ternaire. Donc ça, c'est la version du C hein, qui a été reprise par Java et d'autres langages. Il y a en Python par exemple, on a écrit B égale 2 if A de 0 supérieur à 10, else 3. Voilà, ça c'est l'opérateur ternaire Python, que je trouve aussi particulièrement moche, parce qu'on a une valeur ici, puis l'autre valeur là, et la condition en plein milieu. Bon, moi j'aime pas non plus. Donc il n'y a pas vraiment de solution encore idéale aux opérateurs ternaires. Si après il y a la version qu'on trouve dans les langages fonctionnels, où on écrirait B égale if A de 0 supérieur à 10, len 2, else 3. Ça, moi, c'est quelque chose qui me plaît bien. Malheureusement, ça n'existe pas en Java. D'accord? Ça, c'est ce qu'on trouve dans les langages fonctionnels. Même si avec Java, on a un petit peu ça maintenant avec le switch, depuis donc Java 14, je crois, où on peut écrire B égale switch de... Mais ça marche que pour des valeurs A de 0. Et là, on peut écrire case 1
Par exemple, case 1, flèche 2. Et puis case 2, flèche 3, par exemple. D'accord? Voilà, donc ça, on peut l'écrire donc depuis Java, voilà, je ne sais plus si c'est 14 ou autre. Ah oui, j'ai pas dit faute. Bon, c'est pas grave. Voilà. Et du coup, il faut un point virgule. Donc voilà, depuis Java 14.15, on peut écrire ce genre de choses. Mais ça marche que pour des égalités sur des valeurs, ça ne marche pas pour un supérieur, par exemple. Alors, vérifier que le paramètre d'equal soit défini dans une classe est bien le type Java.object. Donc ça, on est sur quelque chose qui est spécifique en Java, effectivement. La méthode equals de la classe object, elle prend en paramètre un object. Donc quand vous redéfinissez equals, il faut bien que son paramètre soit object. D'accord? Mais une fois de plus, quand vous voulez redéfinir equals, utilisez le code généré automatiquement par votre IDE, et du coup, vous aurez bien equals correct. Alors, tout comme les blocs vides, on n'aime pas aussi les instructions vierges. Un exemple, c'est point virgule, point virgule. D'accord? Alors, comme ça peut sembler un détail, mais c'est vrai que le problème, c'est qu'en Java, on peut écrire ça, par exemple. While A de 0, while B supérieur à 10. Je peux écrire ça. Et le problème, c'est que si j'écris ça, while B supérieur à 10, point virgule, eh ben, c'est comme si là, j'avais une instruction vide. Et donc, en fait, au lieu de faire la ligne qui est ensuite du temps que B est supérieur à 10, eh bien, ça va boucler sur ça qui fait rien. Donc, j'ai une boucle infinie. Puisque je ne modifie pas la valeur de B. D'accord? Ah oui, parce qu'on la modifie pas. Ah ouais. Et après, vu qu'on rentre dans ce cas-là, on rentre pas dedans. Bah, ici, parce que j'ai mis B égale, voilà, mais si jamais B est supérieur à 10, j'ai une boucle infinie. D'accord? Donc, effectivement, si on interdit les instructions vides, eh bien, ce genre de choses sera vérifié. Voilà. Alors, autre chose aussi, quand on va faire une variable .equals d'une chaîne en dur, toujours privilégier la forme chaîne en dur .equals de la variable. Pourquoi? Parce qu'avec ça, vous êtes sûr que vous n'aurez jamais une null pointer exception. Alors que là, si ma chaîne est à nul, ça peut lever une null pointer exception. D'accord? Mais le equals de string autorise tout à fait un paramètre nul, et dans ces cas-là, il renverra faux. Donc cette version-là est plus sûre que celle-là. Donc après, c'est des plus d'avoir, parce que c'est vrai qu'intuitivement, on écrit rarement ça. Mais il faut prendre un peu. Voilà. Donc ça, souvenez-vous, je vous en ai parlé la semaine dernière, quand on redéfinit equals, on doit toujours redéfinir hashcode, et inversement. Et c'est pareil, c'est ce que vous proposent les IDE, et je vous ai expliqué pourquoi, mais il faut bien l'appliquer. D'accord? J'ai pas compris pour equals au lieu de nul. Pourquoi c'était mieux et pourquoi en fait il renvoie un nul ici, quand tu fais toto.equals de ma chaîne, si ma chaîne c'est toto, ça renvoie vrai. Dans tous les autres cas, ça renverra faux, y compris si ma chaîne était à nul. D'accord? Alors que là, quand je fais ma chaîne.equals de toto, si ma chaîne vaut toto, ça renvoie vrai. Si ma chaîne vaut truc, ça renvoie faux. Mais si ma chaîne est nulle, ça lève une null pointer exception. Ah oui, d'accord. D'accord? Alors que là, ça n'arrivera jamais. Ah, ok, très bien. D'accord? Alors, les variables locales non modifiées doivent être déclarées final. Alors ça, c'est une habitude qu'on a rarement, mais quand dans votre code ici, vous écrivez donc int f, int a, int b, si int coef égale 2, et return coef fois a fois b. D'accord? Dans cette fonction-là, coef ici, j'ai introduit là sous la forme d'une variable locale, mais que je ne modifie pas. Eh bien, il est conseillé de la mettre final. Ça change quoi? Ça ne change pas grand-chose. Mais par contre, ça veut dire que si un jour, je modifie mon code et j'oublie que ce coef ne doit pas être modifié, et que je fais un coef plus égal 2, eh bien, pourquoi je n'ai pas d'erreur?
Et c'est bizarre. C'est bizarre. Faut dire que j'ai tellement d'erreurs avant que si ça se trouve, c'est ça qui l'a perturbé. Déjà, ça, j'aurais appelé C2. Voilà. Alors. Pourquoi est-ce qu'il râle pas sur... Alors oui, j'ai encore une accolade en trop, effectivement. Ah, voilà. Et là, donc, j'ai bien une erreur qui me dit que la variable locale final coef ne peut pas avoir de valeur qui lui soit affectée. D'accord? Alors, je peux mettre... Donc, c'est une sécurité. Je sais que je ne dois pas toucher à coef après. Donc, je la mets final. Donc, ça sera refusé. De la même façon, je peux déclarer les paramètres que je ne modifie pas final. D'accord? Alors, attention. Quand je fais ça, ça ne m'empêche pas éventuellement d'appeler une méthode sur ces paramètres, c'est des objets qui modifieraient mon paramètre. Donc si par exemple ici je mettais final list de string de int L, et que là je faisais donc L de 0, voilà. Oui, pardon, L.get de 0. Donc ça c'est autorisé. Et là je pourrais très bien faire L.add de 10. D'accord? Vous pourrez faire un L.set 0. Oui, tout à fait. La seule chose que je ne peux pas faire, c'est L égale quelque chose. Je ne peux pas faire L égale new arraylist. D'accord? Ça va m'être refusé à nouveau ici, parce que la variable, je ne peux pas affecter une nouvelle valeur à la variable locale L. D'accord? Un paramètre, c'est une variable locale. Donc, quand je mets final, ça veut dire que je ne peux pas faire une affectation postérieure à là où j'ai mis le mot-clé final. Donc, la déclaration de ma variable ici ou là. D'accord? Voilà, donc, make final, ça sécurise un peu plus le code, ça permet aussi clairement de dire ce que vous autorisez à faire dans le reste de la méthode ou pas. Donc, si vous ne touchez pas la variable, c'est que vous auriez certainement dû mettre final et ça vous évitera potentiellement des erreurs par la suite. Alors, vérifier qu'aucun paramètre ou variable ne cache une variable d'instance. Ça veut dire tout simplement que si dans ma classe ici, j'ai une variable d'instance matrice, eh bien, je ne peux pas écrire une fonction publique void m ici avec par exemple string matrice. Parce que ce matrice-là va cacher ce matrice-là. D'accord? C'est-à-dire que maintenant, ici, quand je ferai appel à la matrice et celui-là, si je veux faire appel à celui-là, il faudra que j'utilise explicitement list.matrice. D'accord? Alors, ça peut être d'un type différent, ça pourrait être du même type, mais dans les deux cas, si c'est pareil, si je refais quelque chose ici du même type, il n'en aura pas moins que ça et ça, ce sont bien deux variables différentes. Mais celle-là masque celle-là. Et du coup, ça peut amener à des problèmes. Alors c'est pareil, attention à ça, parce que quand vous demandez par exemple ici à Eclipse, ici, de générer un constructeur, using fields, voilà, qu'est-ce qu'il fait? Il fait exactement ce que je viens de dire qu'il ne fallait pas faire, il appelle le paramètre matrice. Et du coup, ici, il fait 10.matrice égale matrice. Donc, que vous utilisiez Eclipse pour générer des constructeurs, des accesseurs automatiquement, très bien. Mais après, pensez à renommer ça. Alors, une version classique, hein, c'est ça. Pour éviter de se torturer les ménages à trouver un nom, vous mettez juste un article devant, la matrice. D'accord? Comme ça, on a bien la matrice et matrice. Ça n'est pas la même chose. Mais en même temps, on comprend que la matrice, ça a à voir avec matrice quand même. Et donc ça, dans le code généré automatiquement, vous l'avez pour les constructeurs, mais vous l'avez aussi pour les accesseurs en écriture. Voilà. Ici, je mets un set. Voici une amie. On l'a mis ici. C'est pareil, vous voyez, il me l'appelait matrice. Mais la matrice qui est dans notre méthode M, elle n'est pas censée être, elle peut pas être appelée en dehors de cette méthode. Non, mais c'est juste que dans ma méthode M, si à un moment je fais matrice.add
de quelque chose, eh ben, je pourrais penser que je parle de cette matrice-là, alors qu'en fait, je parlerai de celle-là. D'accord? Et c'est là que ça rend le code pas clair. D'accord? Donc là, alors c'est pareil, hein. N'oubliez pas, si jamais vous avez commencé à faire ça, quand vous vous en rendez compte, vous avez toujours ici l'option donc refactor rename qui permet facilement de changer le nom partout où il apparaît dans votre méthode. Donc c'est vraiment pas coûteux de revenir à quelque chose de cohérent. Donc il ne faut vraiment pas s'en priver. D'accord? Alors, chose un petit peu plus, très spécifique à Java, jamais faire new integer de 3. Alors ça, c'est quelque chose qu'on fait plus rarement maintenant, hein, parce que même si j'ai une variable type integer en Java, d'accord, integer c égale 3, ça marche. Je rappelle qu'ici, on a l'autoboxing qui est mis en place, donc ici, il me convertit 3 en integer, alors que même si 3 c'est un int. On aurait pu effectivement écrire integer d égale new integer de 4. Mais vous voyez ça, Eclipse me le barre. Avec un message qui me dit d'ailleurs que le constructeur integer est déprécié depuis la version 9. Alors pourquoi? Et du coup, comment je fais? Ça veut dire que quand je fais ça, qu'est-ce qui est fait? Quand je fais ça, en fait, ce qui est fait, c'est ça, c'est integer égale integer.valueOf de 3. En fait, le code que j'ai mis là, il a été remplacé par ça. Et donc, pourquoi faire ça plutôt que ça? Eh bien, revoyez le premier TP que je vous avais fait faire, où je demandais de comparer justement deux integers avec des valeurs affectées directement, à partir d'un int. Et dans certains cas, j'avais l'égalité, dans d'autres cas, j'ai pas l'égalité. Donc, si je fais ici, maintenant, system.out.println de c égale E, la question c'est, est-ce qu'il va afficher true ou est-ce qu'il va afficher false? Je compare les objets que j'ai dans la référence, d'accord? Est-ce que c'est la même référence? Eh bien, oui. Parce que quand j'utilise valueOf ici, Java utilise, pour un certain ensemble de valeurs, des références prédéfinies, une sorte de cache, qui va éviter, si vous utilisez 15 fois l'integer 1, de créer 15 objets en mémoire. En fait, ils pointent tous vers la même référence. Ce sont des objets non mutables, donc je ne pourrais pas les modifier, donc ça ne pose pas de problème. D'accord? Le jour où je dois C, je ne mets plus 3, mais je mets 4, tout simplement, il pointe vers l'objet 4. Et il ne modifie pas celui qui était pointé ici. D'accord? Et donc, pour un certain nombre de valeurs, alors par défaut, je crois que ça va être dans l'intervalle moins 128 plus 127, et c'est modifiable par des paramètres qu'on peut passer à la machine virtuelle, on a des valeurs en cache. Par contre, si je suis sur des valeurs au-delà, ce ne sera pas le cas, le valueOf, il me créera bien une référence. Mais donc si je fais integer maintenant, donc ça je vais l'écrire ici, donc qu'est-ce qu'il fait? Fin. Vrai. Et integer f égale 3454, integer g égale 3454, system.out.println f de f égale g. Ça c'est faux. D'accord? Je fais exactement la même chose. Hein. Mais ici j'aurais vrai parce que pour les petites valeurs j'ai les caches. Pour les grosses valeurs c'est pas le cas. Donc là j'ai faux. Alors après, ça c'est l'implémentation actuelle. Mais on pourrait très bien imaginer qu'un jour il modifie valueOf et qu'il regarde si la valeur a déjà été attribuée. Alors il renvoie à la même référence. Sinon seulement il crée un objet. D'accord? Mais de manière générale, ce qu'il faut retenir déjà, c'est qu'il ne faut pas utiliser le égal pour comparer des integers. Et que c'est sûr aussi qu'on n'utilise pas new pour créer un integer en cas de besoin. Bon, la plupart du temps on fera ça, mais sinon on fait un valueOf. D'accord? Voilà. Éviter les affectations dans les expressions. En Java, une affectation, quand je fais A égale 3, ça a aussi une valeur, qui est la valeur du résultat affecté. Donc je peux faire ici, je peux écrire un truc genre if b égale
enfin B égal, par exemple, A égale C. Ça a un sens. Ça veut dire que là, j'affecte l'impédance C à A, et en même temps, je compare le résultat à B. D'accord? Bon, et bien ça, c'est déconseillé parce que justement, on mélange de l'affectation du résultat. C'est pareil, éviter un if i supérieur à 10. Je rappelle, en fait, ça, c'est une affectation. Hein. Alors, c'est légal, hein, mais ça devient totalement illisible. D'accord? Et un exemple toujours dans les choses illisibles, vous avez la chose suivante ici. Alors, c'est territoire. Voilà. Vous avez tous fait un peu de C normalement? D'accord? Eh bien, le livre de référence sur le langage C, c'est le Carrigan-Ricci, qui a maintenant quelques années, hein, et qui définit la fonction SRCPY qui vont copier les chaînes de caractères comme ça. Donc je prends la chaîne destination, la chaîne SRC, et j'ai fait y étoile s++ égale étoile SRC++ point virgule. Eh bien ça vous fait une copie chaîne de caractères, mais c'est totalement illisible. Ah, c'est court, hein. Alors pourquoi ça fait une copie chaîne de caractères? Parce que, eh bien, ici, je prends le caractère qui est pointé par SRC au départ, je l'affecte à l'est, puisque là j'ai une affectation, d'accord? Et en même temps, je passe à la position suivante de mon pointeur carré étoile source et la position suivante de mon pointeur carré étoile d'est. D'accord? Donc j'ai bien avancé, et dans ma source et dans ma destination. Et à chaque fois, je copie. Et comme l'échelle en C se termine par 0, et qu'en C, le 0 est interprété comme faux, et que toute autre valeur est interprétée comme vrai, ça fait que tant que je suis sur un caractère qui n'est pas le 0 qui est à la fin de la chaîne, ça vaut vrai. Et donc je boucle. Et j'ai quelque chose à faire? Bah non, rien, je viens de faire ce que j'avais à faire ici. Et quand j'arrive sur 0, que j'ai copié, cette fois-ci, ça s'est interprété comme faux, et donc je m'arrête. D'accord? Donc ça fait de la copie chaîne de caractères. Mais vous voyez que c'est totalement illisible, j'ai rien là-dedans, j'ai une affectation dans mon while, en plus j'ai de l'arithmétique de pointeur. Donc, c'est un exemple très simple, de truc très concis, d'accord, mais qui est totalement illisible, incompréhensible. Vous avez dit que c'était comment le livre? Kernighan et Ricci, enfin c'est le nom des auteurs. Alors je ne sais plus comment le titre du livre, ça s'appelle Le langage C, ça doit être un truc comme ça. Voilà. Après, je ne sais même pas s'il est encore édité, hein, c'était la référence sur le langage C, il y a eu plusieurs éditions, mais voilà, ça fait plus de 20 ans que je ne me suis pas intéressé à ça. Donc Kernighan et Ricci, c'est sur les deux auteurs du C, sachant que Ricci est en plus un des fondateurs du système Unix. D'accord? Voilà. Alors c'est un bouquin qui est très mal foutu, mais il y a tout. C'est vraiment la référence, mais franchement, ouais, c'est pour s'y retrouver dedans... Voilà, mais si vous avez besoin d'un truc sur le C, une référence, c'est vraiment celui-là. Voilà, donc ça c'était ça. Éviter les nombres magiques. Qu'est-ce que c'est que les nombres magiques? C'est les nombres qui apparaissent en dur dans le code. Pourquoi? Parce que si vous avez des nombres dans le code, c'est que ces nombres, ils ont un sens. Et ce sens, autant le donner avec une constante clairement définie au début de votre fichier. Et donc les seuls nombres qu'on va autoriser, c'est quelques nombres très particuliers. 0, parce que souvent on a besoin de savoir si une longueur est nulle ou pas, si on est dans les positifs ou les négatifs. Voilà, 1, parce que souvent on ajoute 1. Moins 1, parce que souvent aussi, éventuellement, on va être à un indice moins 1 ou ce genre de choses. Et malgré tout 2, parce que ça c'est souvent utilisé. Et tous les autres nombres, eh bien, on n'a aucune raison de les trouver dans le code. Ils doivent plutôt figurer sous la forme d'une constante. L'intérêt aussi est le suivant, hein, c'est que, imaginons que... je vais créer un autre truc ici.
public void tableau. Non plus, M2, peu importe. Et là, imaginons que je mette int crochet 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 M2 égale tab. Donc j'ai besoin d'un tableau pour peu importe pourquoi. Voilà. Et puis je vais l'initialiser. Donc for int i égale 0, i inférieur à 10, i plus plus, for int j égale 0, j inférieur à 10, j plus plus, tableau de i, j égale 0. Voilà, donc là, j'ai toi qui initialise mon tableau. D'accord? Et puis un jour, on me dit, ah ouais, mais en fait, il me faut toujours 10 colonnes, il me faut 20 lignes. Bon, ben, là, je vais modifier 20. 10 en 20. D'accord? Ah oui, mais si je fais ça, mon code, il ne marche plus. Il faut que je pense que là, il faut que je me modifie un des trucs qui était à 10, c'est que je le mette à 20. Mais si je ne réfléchis pas, si ça se trouve, j'ai tous les modifiés. Ou alors, je vais oublier de les modifier. D'accord? Et puis la question après, c'est lequel je modifie? Je modifie celui-là ou je modifie celui-là? Ah bah, comme c'est mon premier indice, bon bah, je vais modifier celui-là. Ah bah oui, mais manque de peau, là j'ai fait tableau de J de I, ou le tableau de I de J. D'accord? Et donc, ça c'est le problème. Et c'est pareil, j'aurais pu dire, bon ben, en fait, tout simplement, ah bah je dois passer 10 à 20, bon ben je vais remplacer partout 20 par 10. Bah oui, mais si c'est le cas, si je fais ça, il va aussi me remplacer celui-là, et puis là il va me remplacer les deux, et ça colle pas. Donc, si j'ai défini ça par des constantes, et qu'il y en a un que j'ai appelé NB ligne et l'autre NB colonne, eh bien, le jour où je veux changer le nombre de lignes, je change juste ma constante NB ligne. D'accord? Donc là, ici, je vais dire que ça c'est NB ligne. Ça c'est NB colonne. Et puis là, je vais être très clair. Si I c'est mes colonnes, eh ben, je ne vais pas l'appeler I. Je vais l'appeler col ou colonne. D'accord? Alors du coup, j'aurais pu faire ça. Hein. Colonne, voilà. Et du coup, il est évident. Là, vous avez fait un refactor. Ouais. Mais c'est pas dangereux, ça, par exemple, si on a une autre boucle for avec IJ. Non, parce qu'il vérifie bien que c'est la portée de la variable, c'est-à-dire le i qui est là, c'est pas le i que j'aurais dans un autre for. D'accord? Parce que quand je déclare une variable là, elle est locale à ma boucle. Quand je sors de ma boucle, elle n'existe plus. Tu vois là, si j'essaye de faire colonne plus plus, eh bien il râle en me disant que colonne n'est pas une variable. Là, on ne connaît plus colonne, donc je suis sorti de la boucle. D'où l'intérêt des variables de boucle, d'ailleurs, de les déclarer ici. Hein. Et donc là, comme je boucle sur les colonnes, bah, il est évident que là, je ne vais pas écrire NB ligne, mais je vais écrire NB colonne. D'accord? Et là, je vais écrire ici, donc NB ligne. Et du coup, bah, évidemment, il faut que je déclare ça ici en constante. Donc, on peut mettre en public statique final. Bah, c'est ça, en fait, c'est public static final. C'est pas tout à fait la même chose que le define C, qui fait vraiment un remplacement syntaxique avec un préprocesseur. D'accord? Static int nb ligne égale 10. Après, la même chose. Quand on fait les enums, il ne fait pas de remplacement. Alors, non, bah c'est pareil, ça reste. Les enums, ça reste des objets. Enfin, oui, c'est une classe avec des objets. Donc là, voilà, j'ai NB ligne et NB colonne. Et le jour où je décide de passer à 20 lignes, je change mon truc ici. Et donc, mon programme continue d'être correct. D'accord? Puisque là, j'ai bien utilisé NB ligne et NB colonne là où il fallait le bon. D'accord? Et à nouveau, hein, en mettant ici des noms de variables significatifs, eh bien, je vois bien que colonne jusqu'à NB colonne. Et je vois bien que là, colonne, bah, c'est mon, ici, c'est mon deuxième indice de tableau. D'accord? Donc c'est pour ça que les nombres magiques, on n'aime pas. Et
on les vire. Missing switch default, bah, et si on est, enfin toujours prévoir un switch, un default dans ces switches, au cas où. Voilà. Ne pas modifier les variables de boucle d'un for dans le corps de la boucle. Bah oui, hein, à nouveau là, on va éviter d'écrire ici dans le corps de la boucle ligne plus plus ou ce genre de choses. Mais par contre, pour le switch, le default, il n'est pas obligatoire à chaque fois? Non. Ça vous n'avez pas mis une erreur quand vous l'avez oublié? Oui, mais parce que j'étais dans un switch avec affectation. C'est dans le switch qui est une expression, qui est un nouveau switch, c'est celui-là. D'accord? Où je fais B égale switch de quelque chose. Oui. Mais quand j'utilise le switch comme instruction, qui est le switch qu'il y avait avant, le default n'est pas obligatoire. D'accord? Après, voilà, il y a des cas où je sais très bien que c'est quelque chose qui ne pourra pas arriver. Donc dans ces cas-là, c'est peut-être pas judicieux d'aller mettre un switch qui n'arrivera jamais. À moins de mettre éventuellement une exception claire dans ces cas-là. Oui, simplifier les expressions booléennes. Donc éviter d'écrire des if a égale true, on écrit if a. Éviter d'écrire not false, éviter d'écrire a ou true par exemple, parce que du coup ça revient à a. A ou true, pardon, ça revient à true, c'est toujours vrai. A et true, bah, c'est a. Voilà, donc il y a plein de choses qui peuvent être simplifiées. Et ça, Checkstyle essaie de le détecter. Éviter des trucs genre if valid return false, else return true. Ça, il suffit de mettre return not valid. D'accord? Et puis aussi ne pas utiliser égal égal et point d'exclamation égal pour comparer les chaînes de caractères. Alors, au passage, si je vous écris la chose suivante, Java la suivre, on voit vrai, faux ou ça dépend. Alors j'ai un ça dépend à ma gauche. Tout le monde dit ça dépend? Eh bien, Java renverra toujours vrai. Vous allez me dire, mais s'il renvoie vrai avec égal égal, pourquoi aller s'embêter à utiliser equals? Eh bien, en fait, pourquoi la Java renvoie vrai? Parce que toutes les chaînes qui sont en dur dans votre code, il les crée une bonne fois pour toutes en mémoire, et chaque fois qu'il est utilisé, il va utiliser la référence vers cette chaîne. Donc là, Toto, il est en dur dans mon code, donc il l'a créé une fois, chaque fois qu'il y a Toto, il pointe vers la même référence, donc là, c'est exactement le même objet. Mais ça ne marchera pas si Toto, par exemple, est quelque chose qui a été récupéré d'un fichier, et quelque chose qui a été saisi par l'utilisateur, ou ce genre de choses. D'accord? Ou a été construit par quelque chose qui modifie une chaîne de caractères. Donc, il se trouve que là, c'est un petit peu un effet de bord de l'implantation qui fait que là, ça va renvoyer vrai. Mais on est vraiment sur un cas très, très, très particulier. Et à nouveau, pourquoi on peut se permettre, quand j'utilise plusieurs fois la chaîne de caractères, d'utiliser le même objet en mémoire? Parce que comme les integers, par exemple en Java, les chaînes de caractères sont des objets non mutables. Je ne peux pas modifier une chaîne de caractères en Java. D'accord? Quand j'applique une méthode à une chaîne de caractères qui est censée la modifier, en fait, ça me renvoie une nouvelle chaîne. Si je fais un toto.to uppercase, ça ne m'a pas converti toto en majuscule. Ça m'a créé une nouvelle chaîne qui est la chaîne toto convertie en majuscule. D'accord? Donc limiter le nombre d'imbrications, que ce soit pour le for, pour le if, pour le try. Donc par défaut, Java autorise une boucle, enfin pas Java, Checkstyle, une boucle dans une boucle. Donc 2 niveaux de boucle. Pareil pour les if, et pareil éventuellement pour les try. Même si possible, éviter même une boucle dans une boucle. Il y a toujours moyen de remplacer ça par une seule boucle. Il suffit d'introduire une fonction. C'est-à-dire que là, vous voyez ici, j'ai fait 2 boucles imbriquées. Je sélectionne ma boucle interne, ici. Je fais refactor, extract method. Voilà. Je lui donne un nom ici. Donc ça c'est init ligne. Voilà, par exemple. Voilà. Je dis quels sont mes paramètres. Ok, et voilà. Et donc là, ma variable ici, elle fait. Alors j'aurais pu l'appeler init colonne d'ailleurs, plutôt. Donc là, je Shift R. C'est pareil, hein, le renommage, ça marche aussi pour les noms de méthode. Hein. Voilà.
Au final, c'est pas juste, Hein? pas juste une carotte, ça, parce que là, au final, on fait une boucle dans une boucle, juste Oui. on a mis un nom de fonction. Et oui, mais ça rend le code beaucoup plus simple à lire au final que quand on a une boucle dans une boucle. Et ça, il y a des notions qui existent qui essaient de déterminer la complexité de lecture d'un code. Alors il y a la notion de complexité cyclomatique qui a été définie par, je ne sais plus comment il s'appelle, il y a déjà un certain nombre d'années, bon, qui est pas mal utilisée, même si bon, elle est un petit peu remise en doute, qui en fait se passe notamment quand on fait le graphe, en fait ici, un peu de différents chemins dans le code, ça se base sur le nombre de nœuds, le nombre de branches, et ça détermine une complexité. Et il y a une autre complexité à ce niveau-là qui a été définie plus récemment, c'est la complexité cognitive d'un code, qui est censé être un peu meilleur. Et là, par exemple, si on part en termes de complexité cyclomatique, avec deux boucles imbriquées, j'ai une complexité de 2, alors qu'avec deux fois une boucle, j'ai une complexité de 1. Donc, les deux fois plus 1, on estime comme ça. Et si je suis en complexité cognitive, c'est même pire, la différence, puisque là, je suis en 1, alors qu'avec deux boucles imbriquées, j'étais en 3. D'accord? Vraiment, les boucles imbriquées, c'est quelque chose qui rend votre code compliqué. Puis en plus, bon, ça vous rajoute de la notation, c'est beaucoup plus facile de suivre ce qu'il faut. Là, l'avantage, c'est que ici, va vous donner un sens finalement à votre boucle interne. D'accord? Maintenant, je sais ce que ça fait, ça. Plutôt que de me reposer la question, ce fort qui était là-dedans, c'est quoi? Ben, je sais que ça m'initialise ma colonne. Je veux bien qu'il y ait des D'accord? contextes. Donc en fait, en faisant ça, en même temps, j'auto-documente mon code. Et j'en reparlerai après. Parce que là, j'ai décidé de partir sur ce que fait Checkstyle, et puis après, je vais remonter à des concepts plus généraux qui ont été définis. Mais un code, s'il est auto-documenté, c'est bien mieux que s'il est bourré de commentaires. Voilà. Bon, la méthode clone, c'est toujours une méthode qui est un peu compliquée, donc on peut voir ça. Les méthodes finalize, il suggère de les éviter. Pourquoi? Parce que le problème, c'est que la méthode finalize, donc, qui est utilisée quand l'objet est détruit, on ne sait jamais quand elle va être appelée. Ni même si elle va être appelée. Puisque c'est le ramasse-miettes qui décidera à un moment de détruire un objet, et qui du coup ira appeler finalize. Donc, il faut éviter de trop compter sur la méthode finalize. Voilà. Donc, par exemple, je vais aller un peu plus vite maintenant. Imposer un package explicite pour toutes les classes. Je vous l'ai dit, de toute façon, à partir de maintenant, vous ne travaillerez plus qu'avec un IDE. On oublie la ligne de commande pour développer en Java. Après, on va commencer demain à TP sur Maven. Les commandes Maven, vous en taperez un peu en ligne de commande quand même. Mais l'idée, c'est qu'ensuite, vraiment, votre code, vous le développiez avec un IDE. Et là, je vous dis, du coup, il n'y a plus de question de se poser la question sur comment on compile avec des packages. Ça coûte 0 de mettre ces classes dans des packages. Donc, mettez vos classes dans des packages. D'accord? Voilà. Évitez aussi d'avoir plein de returns dans une méthode. C'est pareil, du coup, ça ne rend pas clair sur quand on sort de la méthode. Ça complique aussi les chemins au niveau de la méthode. Donc, à nouveau, quand on parle en termes de complexité du code, ça complique les choses. Alors, à nouveau, un contre-exemple, là, c'est le equals généré automatiquement par Java. Si vous vous souvenez de ce qu'on a vu la semaine dernière, il va vous mettre, si vous avez trois arguments, trois variables d'instance, il va vous mettre peut-être 8 returns dans la méthode equals. D'accord? Après, c'est pareil, ça, on peut l'autoriser dans un code généré automatiquement si on sait que l'algorithme qui génère le code est valide. Et que du coup, on n'a jamais à aller voir ce qui est fait là-dedans. D'accord? Si possible, et ça je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, évitez de mentionner explicitement les classes concrètes quand on déclare des variables. Par exemple, vous déclarez une variable qui va contenir une liste, ne la déclarez pas de type ArrayList. Certes, vous créez un ArrayList, mais déclarez-la de type liste. Ça rend votre code beaucoup plus modulable, beaucoup plus souple. Le jour où vous dites, c'est plus un list que je veux, c'est un linked list, vous avez juste à changer la création, et tout votre code, et toutes les classes qui dépendaient de votre code continuent de marcher. D'accord? Voilà. Respectez un ordre logique dans la définition des constituants des classes. Donc, par exemple, les variables statiques, même c'est souvent d'ailleurs, les variables statiques final, donc les constantes, puis les variables statiques, puis les variables d'instance, puis les constructeurs, puis les méthodes. De façon à ce qu'on s'y retrouve. D'accord? Donc, ne pas affecter de valeur à un paramètre, c'est-à-dire que si vous avez défini dans votre méthode int a comme paramètre,
dans votre méthode, faites pas derrière un A++, par exemple. On ne touche pas aux paramètres. Les variables d'instance, elles sont initialisées par défaut à la valeur par défaut. Donc c'est 0 pour les nombres, c'est false pour les booléens, c'est nul pour les objets. Donc rajoutez pas une initialisation qui initialiserait une variable d'instance à sa valeur par défaut. C'est déjà fait, donc on n'alourdit pas le code avec quelque chose qui est fait. Voilà. Donc oui, c'est pas mal d'avoir toujours un constructeur explicite plutôt que le constructeur par défaut, ça permet de mieux contrôler les choses. Donc ça, dans un switch, vous savez que dans un switch, l'ancien switch, pas le nouveau, si je mets pas de break, eh bien ça permet, le case 1 machin chose sans break, du coup il va enchaîner le case 2 qui suit. D'accord? Mais ça rend code qui n'est pas forcément clair, et donc il est conseillé d'éviter la chose. Alors ça, on peut faire mieux maintenant avec le nouveau switch, effectivement. Donc public void exemple switch. C'est-à-dire qu'avant, switch de A, je pouvais faire un case 1 de point. D'ailleurs, je vais la liste, ce serait plus clair. Voilà. Donc, ici, si A vaut 3, il m'écrit jusqu'à 3. Si A vaut 2, il m'écrit K2, comme il y a un break, il s'arrête. Si A vaut 1, il m'écrit système.propriété de K1, mais comme il n'y a pas de break, il m'écrit aussi système.propriété de K2. Et là, il arrive sur le break, donc il saute. D'accord? Donc ça, c'est ce que déconseille la règle checkstyle que je viens de vous présenter, c'est éviter ce genre de choses. Parce que c'est vrai, du coup, c'est pas toujours simple de suivre ça. Et très souvent, en fait, c'est pas qu'on voulait que ça s'enchaîne, c'est qu'on a oublié de mettre le break ici. Avec le nouveau switch. Si A il vaut 1. Ouais, il écrit K1, K2. Ah, il va l'écrire aussi. Ouais. D'accord? Alors, avec le nouveau switch, je peux écrire, si je veux avoir exactement le même comportement que celui-là, je peux écrire ça comme ça. Enfin, ça, c'est si. Non, alors. Ouais. Non, admettons que ici, voilà, j'ai écrit ça comme ça. Non, ok, j'ai fait ça. Voilà. Je peux écrire ce genre de choses, par contre. Là, du coup, il faut des accolades, parce que je fais plusieurs choses. Je ne peux pas juste Voilà, ça c'est le nouveau switch qui n'est pas utilisé comme expression, d'accord? Avec le switch, il y avait une valeur d'expression, mais pas que. Le switch instruction, nouvelle version, je vais plus écrire de points, mais je vais écrire flèche. Et après, je mets une instruction, une mauvaise instruction, et là, je mets plus de break. Donc si je fais ça, ça veut dire que si A vaut 1 ou 2, il m'écrit K1, K2, et il s'arrête. Et si A vaut 3, il m'écrit K3. D'accord? Donc là, j'ai plus le problème de il manque un break. Voilà. Donc, tout comme je disais, on évite les nombres magiques. Et bien, si on a une chaîne constante qui apparaît plusieurs fois dans un fichier, eh bien, on la met à nouveau en constante. On ne met pas la chaîne directement. On la déclare au début. D'ailleurs, même de manière générale, c'est bien de mettre les chaînes
soit au début, soit carrément de les externaliser, c'est-à-dire de les mettre dans un fichier de ressources. L'avantage, c'est que ça facilitera derrière, par exemple, la traduction de votre logiciel. Alors, le require this, ça c'est si on veut. En général, moi je déconseille plutôt. Quand on accède à une variable d'instance, on ne met pas 10, c'est une variable d'instance, donc il n'y a pas besoin. Donc, éventuellement, on peut supprimer les parenthèses inutiles, vérifier qu'il n'y a pas plus d'une instruction par ligne. Voilà, donc là, on est vraiment sur la syntaxe du code. Il y a aussi quelque chose qui permet de vérifier qu'on ne duplique pas du code. Donc ça veut dire qu'il potentiellement faudra rajouter des fonctions. Les imports aussi. Est-ce qu'on autorise ou pas les importations avec étoile? D'accord, ce qui est plutôt déconseillé. L'utilisation d'import statique, je vous en ai parlé, attention, c'est risqué. Après, on ne sait plus trop ce qu'on manipule. Donc, dans certains cas, ça peut être bien pratique, mais pas toujours. On peut éventuellement, dans checkstyle, dire j'interdis d'utiliser les classes de tel package parce que je considère qu'il n'est pas sûr. Donc, dans ma classe, j'éclaire tellement explicitement, je ne veux pas qu'on utilise tel package. Voilà. Éviter les imports redondants, donc pas deux fois le même import. Pas d'import de classe de java.lang parce que java.lang est importé par défaut, par exemple. Pas d'import de classe qui sont dans le package courant, etc. Éviter les imports inutilisés, par exemple. Alors ça, une fois de plus, je vous l'ai dit, hein, dans Eclipse, vous avez une option Organize Imports qui vous fait le ménage, qui vous remet tout dans le bon ordre, etc. Voilà. On peut avoir aussi des choses sur la Javadoc, vérifier qu'on a une Javadoc qui est bien présente. Et on peut avoir des choses, justement, sur des mesures sur le code. Donc, par exemple, des expressions booléennes pas trop compliquées. Limiter le nombre d'associations d'autres classes dans une classe. Donc, éviter qu'une classe crée plein d'objets d'autres classes. Limiter le nombre de classes sur lesquelles une classe repose. Parce qu'après, ça rend votre code trop compliqué. Si une classe dépend de 50 autres classes, c'est trop compliqué. La complexité cyclomatique, on peut également la contrôler. Voilà. NPass c'est une autre mesure de complexité. Et limiter la taille du code. Donc, par exemple, par défaut, pour checkstyle, une méthode c'est 50 lignes, une classe c'est 1500 lignes, un fichier c'est 2000 lignes. C'est bien trop gros comme chiffre. On verra que méthode, je vous redirai, mais ça devrait. Normalement, il ne faudrait pas que ça dépasse 10 lignes. Et dans le pire des cas, je dis 20 lignes. D'accord? Et ça va être toute une démarche après à avoir de faire vraiment des méthodes petites. Bon, et puis après, on a des choses diverses et variées, alors je ne vais pas revenir dans les détails. Voilà, mais vous pourrez regarder éventuellement tout ce que peut faire chez checkstyle ici. Voilà, donc il y a beaucoup de choses hein, sur simplement avoir un style uniforme dans le code. Par exemple, toujours vérifier qu'on met public avant abstract, avant statique, avant final, etc. Voilà. Après, on a des choses importantes sur les conventions de nommage. Donc, par exemple, les constantes sont avec des majuscules, enfin, c'est forcément majuscule au début, et après, c'est des majuscules, des chiffres ou des underscores, uniquement. Les noms de méthodes, les noms de méthode type, non, ça c'est les noms de paramètres dans les méthodes. Une seule lettre majuscule, oui, c'est bien ça. Donc les variables locales, c'est des minuscules, enfin c'est une minuscule et après des lettres ou des chiffres. Et donc le principe, ce que demandent les conventions en Java, c'est utiliser du camel case. Donc camel case, ça veut dire que si je dois écrire, je sais pas moi, la classe, enfin si la méthode ici, public void est entier. Voilà. Je mets les différents mots ici qui définissent ma méthode, collés les uns aux autres, avec une majuscule ici pour séparer chaque début de nouveau mot. Quand c'est une méthode, enfin une classe, je veux dire, j'ai une majuscule au début. Donc c'est du camel case avec un C majuscule au début. D'accord? Ça c'est pour les noms de classe, les noms de méthode ou les noms de variables, c'est comme ça. D'accord? Alors ça c'est une convention standard en Java. Il y a d'autres langages, par exemple en Python, on préfère le snake case, qui est le underscore pour séparer. On sait aussi souvent, c'est plutôt du snake case qui est utilisé. Les noms de package, eux, par contre, ce sont
que des minuscules, normalement. C'est ce que je dis ici. D'accord? Normalement, c'est des minuscules et éventuellement des chiffres, mais pas de majuscules dans les noms de package. Voilà. Donc, l'unité de nombre d'instructions dans les blocs. Longueur de fichier, longueur des lignes aussi, pas plus de 80 caractères. Alors, pourquoi l'unité, la longueur des lignes et la longueur des méthodes? Entre autres, parce que l'idéal, c'est qu'une méthode, ça puisse tenir là-dedans. Que quand je regarde la fin de la méthode, je n'ai pas à faire défiler pour revoir ce qui était au début. D'accord? Ça, c'est une des premières contraintes. Et on se rend compte que même si, avant, on avait des écrans qui faisaient 40 colonnes et 24 lignes. Donc, on essayait de limiter à 40. Là, après, on est passé à des écrans de texte avec 80 colonnes. Maintenant, sur un écran comme ça, je pourrais faire des lignes de 150 caractères. Okay. Mais déjà, la zone d'édition, souvent, elle est plus petite. D'accord? Même si, je peux d'un seul coup l'ouvrir en grand et j'ai un peu plus de caractères. Mais une ligne longue, c'est toujours plus compliqué à lire. Et puis, quand on passe à les suivantes, on risque de ne plus savoir exactement où on en était. Donc, c'est pour ça qu'on reste sur les, a priori, pas plus de 80 caractères par ligne. Voilà, après, je vous ai dit, longueur des méthodes. Le nombre de paramètres aussi, des méthodes. Alors, par défaut, la limite de checkstyle, elle est à 7 paramètres maximum par méthode. On va bientôt voir qu'en fait, il ne faudrait même jamais dépasser 2. Voilà. Le nombre de méthodes aussi dans une classe. Si votre classe commence à être trop grosse, c'était qu'elle fait trop de choses. D'accord. Les espaces aussi, on ne met pas l'espace n'importe comment. Autour des opérateurs, on met un espace avant, un espace après. On ne met pas de parenthèse, pas d'espace juste après une parenthèse ouvrante ou juste avant une parenthèse fermante. On ne met pas d'espace avant un point-virgule, ni avant une virgule, etc. Donc tout ça, si on le respecte, eh bien ensuite le code est beaucoup plus facile à lire. Donc c'est pas que du détail. Hein. Voilà. Bon, et find bugs, je vais pas en venir, mais grosso modo, on trouve des choses similaires, des choses un peu différentes. Voilà, après, à vous de choisir si vous voulez les utiliser tous les deux, d'en utiliser qu'un, etc. Donc là, c'était pour vous montrer ce que va faire un outil concrètement comme checkstyle. Mais tous ces critères-là, ça ne sort pas que du chapeau, d'accord? Et on va les retrouver, qui ont été pas mal recensés, dans un livre qui s'appelle Coder proprement, pour la version française. En anglais, il s'appelle Clean Code, de quelqu'un très connu dans le domaine du génie logiciel, qui s'appelle Robert Martin, et qui est surnommé Uncle Bob, et qui est vraiment une référence sur la qualité du code, à l'origine, entre autres, du manifeste agile. Voilà, donc... qu'est-ce que j'ai fait? Ouvrir avec, il fallait que je fasse ça. Et donc, dans ce livre, Coder proprement, il parle de ce qu'il appelle les code smells. Donc j'ai gardé le terme anglais, parce que c'est difficile à traduire. Donc smell, c'est ce qui sent, chose qui sent mauvais. Donc là, en fait, c'est par le terme code smell, il veut dire quelque chose qui pue dans le code, quoi. Vraiment, voilà. Dit vulgairement, c'est ça. Une mauvaise odeur qui émane d'un code et qui laisse présager de potentiels problèmes. On retrouvera des notions un petit peu similaires avec le concept d'anti-patterns, qui sont aussi des structures de code qui ne sont pas belles. D'accord? C'est le contraire des patterns qu'on est en train de voir. Et donc le refactoring, qui consiste à transformer un code qui était mal structuré en un code qui fait exactement la même chose, mais qui est mieux structuré. Et donc, vous voyez qu'en fait, j'ai essayé de regrouper un petit peu, puisqu'il le fait déjà partiellement dans son livre, ce qui est mis, et on va retrouver des choses qu'on a dans le checkstyle. Alors, il y a des choses, par exemple, qui ne peuvent pas être vérifiées, genre des commentaires obsolètes. Ça, le checkstyle, il ne peut pas le vérifier. Et les commentaires obsolètes, ça arrive quand? Par exemple, vous mettez un commentaire sur une méthode, et puis après, vous modifiez la méthode, c'est plus la même chose, et vous oubliez de modifier le commentaire. Et ça, c'est quelque chose de très très courant. Et vous voyez, là, c'est le problème d'avoir des commentaires. On vous dit depuis le début, il faut documenter votre code, sauf que le problème, c'est que si votre code est documenté, eh bien, il y a de fortes chances qu'à force, vos commentaires deviennent obsolètes. Et pourquoi ça va arriver? Entre autres, parce qu'au début, vous êtes sur un projet, vous avez le temps, vous mettez bien vos commentaires,
Voilà, et puis petit à petit, vous commencez à prendre du retard sur le projet, voilà, vous avez des deadlines effectivement, avec des pénalités de retard à payer si vous n'êtes pas dans les temps. Donc il y a des trucs qui ne marchent pas, il faut faire corriger tout ça à la va-vite. Et bon, les commentaires, on verra plus tard. Et plus tard, il n'arrive jamais. Et quand 2 ans plus tard, vous revenez sur le code, vous savez plus ce qui s'est passé, vous essayez de comprendre, eh bien, vous n'y retrouvez pas parce que les commentaires sont obsolètes. Et donc, la meilleure façon d'éviter les commentaires obsolètes, c'est de ne pas mettre de commentaires. Alors évidemment, si je dis ça comme ça peut paraître absurde. Mais donc, l'idée, c'est d'avoir un code auto-documenté. Donc, un code auto-documenté, c'est un code où les noms de méthodes, les noms de variables, les noms de classes sont tellement clairs qu'en fait, ils servent de commentaires. D'accord? Et un exemple de tout ça, c'est justement ce que je vous ai montré là, ici tout à l'heure, sur l'initialisation de mon tableau, où là, plutôt que de mettre toute une boucle là-dedans, eh bien, j'appelle une méthode qui me dit ce que fait cette boucle. Et donc, en fait, ça, c'est le commentaire de ça. D'accord? Et ça, on va aussi pouvoir le faire, par exemple, quand on a une conditionnelle. Quand on a une conditionnelle qui serait de la forme ici, if a supérieur à 10 et a moins, enfin, a % 2 égale 0, voilà. Pardon, et. Voilà. Ou ici, a égale moins 10. Et là, on fait un truc, je sais pas quoi, mais on fait un truc. D'accord? Voilà, du coup, là, je vais laisser comme ça. En supposant que là, j'ai un int a. Bon, ce test-là, il est totalement illisible. Donc, plutôt que de faire ça, eh bien, pour ça, vous introduisez une méthode. Cette méthode ici, voilà. Et vous donnez un nom clair à cette variable, par exemple, à cette méthode, donc ici, donc, je sais pas moi, nombre imparfait. On va supposer que ça c'est ce qu'on appelle un nombre imparfait, j'invente, peu importe. Voilà. Et donc du coup maintenant, quand vous lisez est entier de A, vous savez que le traitement là, vous le faites que si A est un nombre imparfait. Et après, qu'est-ce que c'est qu'un nombre imparfait? Eh bien, ça vous posez la question quand vous analysez cette méthode-là. Mais cette méthode-là, qui était censée faire plein de choses ici, selon que A était un nombre imparfait ou pas, quand vous la relisez, vous n'avez plus à vous poser la question qu'est-ce que c'est qu'un nombre imparfait. Vous avez juste à vous poser la question quand un nombre est imparfait, est-ce que c'est normal que je fasse ça? D'accord? Et après, la définition d'un nombre imparfait, vous la trouvez là. Et là, vous voyez clairement que ça, c'est la définition d'un nombre imparfait. D'accord? Donc, encore un exemple de cas où on peut, comme ça, documenter le code juste en introduisant des méthodes, en le restructurant. Et donc, et là, c'est pareil. Si ça, c'est trop compliqué, peut-être que, en fait, cette première partie-là, elle correspond à autre chose. Alors, soit on passe effectivement par une variable intermédiaire, à laquelle on donne un nom explicite, d'accord? Soit on passe par une méthode intermédiaire. Ça va dépendre. Le cas, c'est quelque chose de très simple, on peut passer juste effectivement par une variable intermédiaire. D'accord? Et donc tout ça, c'est des façons d'éliminer tout ce qui est commentaire sans supprimer la documentation. D'accord? Et puis ça ne dit pas qu'il faut supprimer la Javadoc. La Javadoc, c'est quelque chose qui reste à maintenir. À nouveau, on a vu la semaine dernière qu'avec un IDE, la Javadoc, ça ne coûte pas grand cher de la générer. Voilà. Aussi, supprimer du code tout ce qui est information inappropriée. Et ça, on va bientôt voir qu'il existe des outils de gestion de version qui, retiennent tout seul qui a modifié quoi dans la classe et quand, par exemple. Donc, le nombre d'auteurs dans la classe, rien à faire. La date de dernière modification, rien à faire. Il y a plein de choses comme ça qu'on peut supprimer de la classe. Après, ça c'est pour le traitement interne. Si par contre ce que vous faites, c'est un code après que vous comptiez distribuer, peut-être que vous avez envie de garder un copain dans la classe, une licence, etc. Mais ceci dit, si vous voulez faire un logiciel libre et que les gens travaillent dessus,
le mieux, c'est de mettre une licence claire et de mettre ça sur un GitLab ou un GitHub et que les gens puissent collaborer à votre travail et éventuellement cloner s'il faut. Mais du coup, après, on a tout le suivi assuré par le GitLab pour savoir qui a fait quoi et quand. Donc, les commentaires, après, quand il y en a, s'il y a des fois, on est quand même un petit peu obligé d'en mettre, attention, il faut que les commentaires soient vraiment quelque chose de compréhensible. C'est là pour aider à comprendre un code qui est compliqué, donc il faut que le commentaire soit simple. Sinon, il ne sert à rien. D'accord? Code mis en commentaire. Vous n'avez jamais à mettre du code en commentaire. Si, alors, quand je dis jamais, si c'est juste le temps de faire un test, vérifier ce qui se passe si je mets ma ligne en commentaire, d'accord? Mais pas laisser ad vitam aeternam du code en commentaire dans une classe. Ça, c'est pareil. Il dit, ah ouais, mais quelques codes, il pourra vous servir. Là. On verra toujours, quand on utilise la gestionnaire de version, qu'on peut toujours aller chercher un truc qu'on avait fait avant. Donc, un truc qui ne sert plus, on le vire. On ne pollue pas la classe avec ce genre de choses. D'accord? Et donc après, c'est ce que je dis, écrire son code de manière à arriver au maximum à laisser de commentaires. Donc, des choses bien placées au bon endroit et des noms clairs et explicites aux classes, méthodes et variables. Alors, autre souci ensuite, catégorie de soucis identifiée par Robert Martin, des choses plus au niveau de l'environnement en construction. Déjà, quand la construction nécessite plusieurs étapes, vous êtes obligé de faire un truc, puis un autre truc, puis un autre truc pour arriver à créer au final votre code. Et bien là, vous avez des outils comme Maven, justement, qui évite de faire ça. Là, on va voir, on a vu en cours, et vous allez voir demain, des fonctionnements de base de Maven, mais après, on peut faire plein d'autres choses de Maven pour automatiser un certain nombre de tâches. Et le but, c'est que vous voulez votre package, Maven package, et automatiquement, il fait tout. D'accord? Et vous n'avez pas à penser que, ah oui, mais il fallait d'abord que je remette à jour mon fichier de ressources qui était tel truc. Non, non. Ça, à vous de confier Maven, éventuellement, pour qu'il aille même lancer automatiquement des outils externes qui vous génèrent tel ou tel truc, mais une seule étape pour faire votre code. D'accord? Pareil, les tests exigent plusieurs étapes, c'est un problème. Les tests, il faut que ce soit quelque chose d'automatique, et ça c'est pareil, on parlera des tests automatiques un peu plus tard, parce que sinon, les tests, vous ne les ferez jamais. Ou vous n'en ferez que 1 sur 5000. Donc les tests, il faut que ce soit quelque chose d'automatique qui se fasse sans problème. Trop grand nombre d'arguments. Je vous l'ai dit tout à l'heure, checkstyle dit pas plus de 7 arguments dans une méthode. Ce que suggère même Robert Martin, c'est pas plus de 3 arguments. 0 ou 1 argument pour une date, c'est très bien. 2, j'ai posé la question. 3, c'est vraiment l'extrême limite. Alors, qu'est-ce qu'on va faire si on a besoin de plusieurs arguments? Et bien, c'est peut-être que tout simplement, on a un ensemble d'arguments qui fonctionnent ensemble. S'ils fonctionnent ensemble, c'est donc que ça correspond à une certaine structure et qu'il faudrait introduire une classe qui regroupe ces arguments-là. Et du coup, on passerait une instance de la classe plutôt que de passer les n arguments. Et donc, aussi en faisant ça, eh bien, ça va vous aider à structurer votre code. Ça peut vous aider à introduire des classes auxquelles vous n'aviez pas pensé au départ et qui ont finalement un sens. D'accord? Donc, c'est aussi une façon petit à petit d'améliorer la structure de code. Est-ce qu'en Java, on peut faire un équivalent de structure ou il faut obligatoirement passer par... Eh bien, depuis Java 16 ou 17, on peut. C'est-à-dire que, alors, est-ce que mon Eclipse ici, sinon je vais vous reprendre, j'ai fait un exemple récemment, que j'ai mis d'ailleurs sur le Discord de licence, avec un exemple de record. Où est-ce que j'ai mis ça? Document enseignement Java, Java 17. Et c'est, alors c'est dans Java, c'est dans celui-là, non, c'est dans Java 16 alors peut-être. Voilà. Voilà, donc depuis Java 16, c'était en pré-version depuis Java 14, je crois, on peut utiliser le mot-clé record. Je vais record.xinty, et ça, ça me définit un type point avec des propriétés x et y. Et après, on voit qu'ici, du coup, je peux créer un point en faisant point PA égale new point de 2,4. D'accord? J'ai juste écrit ça. Alors, en fait, c'est juste une surcouche syntaxique qui, derrière, me génère bien une classe.
Mais en même temps, donc ça me génère une classe point, ça, avec un constructeur, et avec automatiquement ici des propriétés X ici, qui sont accessibles qu'en lecture. C'est-à-dire que quand je définis des choses comme ça, ce sont des objets non mutables. Donc après, je peux faire P1.x, ça j'ai le droit, mais je ne peux pas faire P1.x égale 4. D'accord? Mais juste en une ligne, j'ai effectivement maintenant pu définir, là, ici, un couple d'entiers. Et potentiellement, après, je peux, si je veux, rajouter des méthodes à tout ça. Mais de base, quand j'ai fait ça, ça me crée un constructeur avec des variables d'instance qui ont pour nom ici les noms des paramètres que j'ai mis et un toString. D'accord? C'est-à-dire que là, je peux faire système.out.println de P1. D'accord? Après, si toString qui a généré ne me plaît pas, je peux redéfinir toString. D'accord? Voilà. Mais ça, effectivement, ça a manqué à Java, parce qu'on n'a pas la notion de tuple en Java, et donc, et c'est vrai que quelquefois, elle est écrire toute une case juste pour ça, c'était un peu lourd. Et donc, enfin, ils l'ont introduit. D'accord? C'est un Java, c'est un langage vivant Java, hein, donc moi j'essaye petit à petit de maintenir à jour sur tout ce qui est modifié au niveau du langage. Et donc, pour ça que je vous en parle toujours un petit peu. Là, je vous ai mis des exemples. Et vraiment, continuer à suivre ça. Il faut faire cette phase de veille technologique dont je vous ai déjà parlé. Alors, sur Java, je pense que c'est indispensable. Mais aussi, un peu surtout, sur vous voyez ce qui se passe. Là, en SGBD, par exemple, regardez, régulièrement, il y a des nouvelles versions des SGBD qui sortent. Est-ce que c'est important ce qui est modifié? Est-ce que c'est pas important? Après, ce qui est modifié au niveau du SGBD, quelquefois, c'est plus de détails. Ce qui peut être intéressant, c'est de voir quand il y a une nouvelle norme SQL qui sort. D'accord? Alors ça, c'est beaucoup plus rare. SQL, maintenant, ça commence à être bien stabilisé depuis des années. Mais malgré tout, vous voyez, le fait d'avoir des variables auto-incrémentées pour les identifiants, donc c'est quelque chose qui existe dans mes SQL, c'est quelque chose qui existe dans Postgres. Dans Oracle, pour le moment, il faut le faire encore manuellement. Mais peut-être qu'un jour, ça va en fait être disponible dans Oracle. D'accord? Et donc, il faut suivre parce que le jour où vous allez bosser sur une base Oracle, d'un seul coup, il y a les gens qui vont utiliser ce nouveau truc et vous ne connaîtrez pas. Et donc, voilà, si vous avez juste, alors après, vous n'êtes pas obligé de connaître pile poil la syntaxe si vous n'utilisez pas Oracle tous les jours. Mais juste savoir que ça existe, ça vous aidera le jour où vous aurez besoin de vous dire maître à retrouver l'information. Alors. Donc, argument de sortie. Qu'est-ce qu'on appelle un argument de sortie? C'est le fait qu'une méthode modifie un paramètre pour renvoyer une valeur. Donc, en fait, on passe à un paramètre pour récupérer un résultat. Normalement, une méthode, elle a une valeur de retour. On n'a pas utilisé paramètres pour ça. Alors, pourquoi, malgré tout, des fois, on utilise des paramètres? Des fois, c'est parce qu'on veut utiliser le type de retour pour savoir s'il y a une erreur ou pas. Alors ça, déjà, c'est une mauvaise idée. Il y a les exceptions qui sont là pour ça. On gère les erreurs par les exceptions, et donc on retourne une valeur que s'il n'y a pas eu d'erreur. Il y a d'autres cas où on veut qu'une méthode renvoie un paramètre, c'est si vous voulez que votre méthode elle vous renvoie plusieurs choses. Et bien si votre méthode elle va vous renvoyer plusieurs choses, soit c'est que votre méthode elle fait deux choses, et du coup peut-être qu'il faudrait faire deux méthodes et pas une seule méthode. Soit c'est que vraiment votre méthode elle doit vous fournir deux résultats, et à ce moment-là, eh bien, c'est qu'il faut renvoyer une structure qui regroupe les deux résultats. D'accord? Par exemple, vous utilisez un tri rapide. Alors, très rapide, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à un moment, vous avez besoin d'une méthode qui partitionne vos données en celles qui sont, dont vous avez une liste. Vous devez avoir d'un côté les plus petits que le pivot, de l'autre côté les plus grands que le pivot. Donc, il faut bien que ça renvoie deux listes. Et là, on ne va pas faire deux méthodes, sinon on devrait parcourir deux fois le tableau. Or, en un parcours, on peut pour chaque élément dire si on rajoute au plus petit ou au plus grand. Donc là, on a vraiment besoin d'une méthode qui renvoie deux résultats. Et bien du coup, il faudra tout simplement renvoyer un record de liste. Bon, on n'aurait pas pu faire un tableau de liste. On peut aussi renvoyer un tableau, tout à fait, un tableau à deux dimensions, à deux cases. D'accord? Et la première case, c'est la liste des plus petits, la deuxième case, c'est la liste des plus grands. C'est effectivement une autre possibilité. Là, c'est possible parce que les deux éléments qu'on renvoie seront du même type. D'accord? S'ils ne sont pas du même type, on ne peut pas utiliser un tableau. Vraiment utiliser un tableau d'objets, mais ça commence à être très très propre. D'accord? Voilà. Mais en tout cas, on voit qu'il n'y a pas une seule solution, mais que réfléchir à ça, c'est une façon de se poser des questions aussi. Et réfléchir en disant, tiens, mais finalement, comment je pourrais faire? Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui n'est pas bien? Voilà. Argument indicateur, c'est quand vous avez un argument dans une méthode qui sert juste à dire, si mon argument, par exemple, il vaut vrai, je fais telle chose, s'il vaut faux, je fais autre chose.
et ben, du coup, c'est peut-être que vous devriez avoir deux méthodes différentes, c'est que dans le cas où c'est vrai, vous appelez la première méthode, dans le cas où c'est faux, vous appelez la deuxième méthode. Pourquoi aller rajouter un paramètre à une méthode alors que le paramètre on l'avait avant, donc on aurait pu faire le choix avant de la méthode. D'accord? Bon, une fonction morte, c'est une fonction qui n'est jamais appelée. Alors ça, on a aussi des outils qui permettent de le vérifier, c'est facile. Hein. Alors évidemment, dans le cas d'une méthode publique, il ne faut pas la considérer comme une fonction morte sous prétexte qu'elle n'est jamais appelée. Parce que c'est peut-être que notre classe, elle fera partie d'une bibliothèque qu'on proposera à d'autres personnes, et ces personnes voudront appeler cette méthode. D'accord? Donc ça va concerner que des méthodes, par exemple, privées. Une méthode privée qui n'est jamais appelée, il y a un problème. D'accord? Et donc le remède, il est simple, on supprime la fonction. Ou on l'utilise, mais si on n'en a pas besoin, c'est que... Ça arrive, les fonctions mortes, notamment quand on a modifié le code et qu'avant on passait par une fonction, et puis peut-être qu'on a tenté de la réécrire, on l'a écrit mieux, ou peut-être qu'on n'a plus besoin, et on oublie de supprimer ce qu'on utilisait avant. Oui? Mais le programme nous dit ce qu'il a fait. Donc, quand on va l'utiliser, il va nous dire, par exemple, on a supprimé telle fonction. Il le fait automatiquement. Quel programme? Non, ça en fait, tout ce que je dis là, c'est pas des choses qui sont faites automatiquement, ça. Ça, c'est des presets. D'accord? Après, tu as des outils qui vont pouvoir te dire, tiens, ça c'est une fonction morte. D'accord? Voilà. Et après, tous les outils de diagnostic, hein, comme Checkstyle & Co, sont des outils que de diagnostic, ils ne font pas de correction automatique. Après, par contre, tu vois, dans les IDE, tu as tout ce qui est, par exemple, prefactor, qui permet, quelquefois, de corriger ce genre de choses. Bon, supprimer une fonction morte, c'est pas compliqué. Quand elle est censée par fonction morte, tu la sélectionnes et tu fais un supr, et puis voilà. Avoir plusieurs langages dans un même fichier source, plusieurs langages informatiques, ça c'est une mauvaise idée. Alors ça, quand vous faites du Java, là, la question ne se pose pas. Mais, par exemple, pourquoi est-ce que, quand on écrit une page HTML, on peut externaliser le JavaScript, le CSS, etc. Et bien exactement pour ça. Du coup, le but c'est qu'une page HTML contienne que le HTML, et après on aura des fichiers qui contiendront que du JavaScript, et des fichiers qui contiendront que du CSS. L'intérêt, il est où? Déjà, c'est que quand vous usez les fichiers, vous n'avez pas dans votre tête à jongler entre 15 000 langages. D'accord? Je suis en train de dire du HTML, je dis que du HTML. Et l'autre chose aussi, c'est que ça permet éventuellement après de dire, bah voilà, il y a une personne qui est spécialiste du JavaScript, il s'occupe que du JavaScript. On a quelqu'un par contre qui est plus designer qui lui est spécialiste du CSS, il s'occupe du CSS. D'accord? Et comme ça, on sépare les responsabilités aussi de manière beaucoup plus simple. Et ça évite de dire, ah oui, mais pour visiter le fichier, il faut plein de compétences. Alors soit je réussis à faire bosser ensemble 3 personnes, c'est très compliqué, faire bosser réellement ensemble à l'assemblée. Soit il faut une personne qui ait plein de compétences, et c'est plus difficile à trouver, et en plus ça coûte plus cher. D'accord? Voilà, oui, je rappelle, c'est quoi le but d'une entreprise? Gagner de l'argent. D'accord? Voilà, moi c'est ce que j'ai appris dans mes premiers cours d'économie. Hein. Le but d'une entreprise, c'est de gagner de l'argent. Un projet de groupe dans la classe, voilà. il est plus cher en si, vous n'avez pas vu, chaque année on multiplie par 2 le salaire qu'on vous verse pour tous les projets que vous faites. Ah oui. Ah ouais. C'est ça. Voilà, comportement évident non implanté. Bah oui, il faut penser que quelquefois la fonction, elle a un nom qui laisse sous-entendre qu'elle doit faire quelque chose. Eh ben, il faut s'assurer que quelque chose, il est fait. D'accord? Alors typiquement, on voit bien que ça, c'est pas quelque chose qui peut être vérifié par un outil d'analyse de code. Mais vous, c'est à vous de vous poser la question. Quand vous donnez un nom à une fonction, est-ce que le nom est bien en adéquation avec ce que fait la fonction? Dans les deux sens. Est-ce que la fonction fait tout ce qui implique son nom? Et est-ce que tout ce que fait la fonction, ça se comprend bien d'après son nom? D'accord? Pensez toujours à vérifier votre code aux limites. Donc aux limites, c'est quoi? C'est, je fais un truc sur une liste, qu'est-ce qui se passe si ma liste est vide? Je fais un truc sur un tableau, est-ce que je contrôle bien que je suis à la fin correctement, au début correctement? Je fais un truc sur des entiers, est-ce que j'ai bien prévu le cas du 0, ou des fois ça peut être un peu bizarre? Voilà, donc toujours se poser la question des limites. Les limites, c'est 80% des bugs, à peu près. Hein. Voilà. Attention aussi, si vous avez prévu des sécurités qui vérifient qu'une donnée est bien à la bonne valeur, ou des contrôles d'accès, et que c'est désactivé dans le code, c'est louche. D'accord?
votre code, il ne devrait jamais désactiver des sécurités, même si c'est pour du test. À vous de prévoir un moyen, clairement, avec une option, avec un mode spécial, de pouvoir passer outre les sécurités, mais attention à tout ce qui est sécurité, que ce soit jamais invalidé, parce que sinon, après, vous allez passer en production un code avec une sécurité invalidée, et là, ça devient la catastrophe. La redondance, c'est un gros problème en informatique, donc c'est le fait d'écrire plusieurs fois la même chose. Alors la redondance, bon, première chose, c'est que si on fait de la redondance, c'est qu'on a passé du temps à faire 2 fois la même chose. On a perdu du temps. Il y a aussi le fait que comme on écrit 2 fois la même chose, ça prend plus de place. On perd de l'espace. Mais ça, c'est presque des aspects secondaires de la redondance. Le gros problème de la redondance, c'est que on a derrière un risque d'incohérence. En ayant fait 2 fois la même chose, il y a le risque que le jour où je me dis, ah ben en fait, il ne faut pas faire comme ça, je modifie le premier endroit que j'ai fait, je ne modifie pas le deuxième. D'accord? Et je trouve que c'est vraiment là qu'est le problème de la redondance. Et il y a plein de façons d'éviter de faire de la redondance. Donc déjà, on voit que c'est très facile, par exemple, d'introduire une fonction avec Eclipse. On sélectionne le bloc d'extraire une fonction. Voilà, on a une fonction. Tous les design patterns qu'on voit, il y en a plein, en fait, si vous réfléchissez, c'est une façon d'éviter de faire de la redondance. D'accord? Et donc, ayez toujours ce problème-là en tête quand vous écrivez du code. Est-ce que je ne peux pas factoriser mon truc? Mais attention, on ne le fait pas a priori. Et donc, pourquoi? Parce que faire a priori, ah oui, peut-être qu'un jour j'aurai besoin de faire ça, et bien vous allez peut-être perdre du temps pour avoir une structure qui vous permettrait un truc que vous ne ferez jamais. Donc à la rigueur, et c'est là que, du coup, je dis, c'est pas tant que ça de la perte de temps, la redondance. Écrivez un truc, et c'est seulement une fois que vous êtes rendu compte que vous avez écrit quelque chose qui est similaire à ce que vous aviez déjà écrit, que là vous vous posez la question, peut-être que je pourrais refactoriser. Et là, ça vaut le coup, parce que là, vous savez que vous avez déjà 2 fois la même chose, éventuellement à un paramètre près. D'accord? Vous allez me dire, oui, mais du coup, comme j'ai déjà écrit, ça ne sert à rien que je refactorise. Si, parce que du coup, vous réduisez le risque d'incohérence par la suite. D'accord? Donc, toujours avoir ce recul-là, quand j'écris du code, est-ce que ce que je suis en train d'écrire, je ne l'ai pas déjà écrit, et du coup, maintenant, est-ce que je ne pourrais pas refactoriser mon code pour finalement passer par une fonction et avoir plus le truc qu'une seule fois? L'avantage en plus, c'est que du coup, vous allez réfléchir à un nom clair à votre fonction, et du coup, vous allez encore mieux documenter votre code, parce que vous allez appeler cette fonction à chaque fois, avec un nom explicite. Donc, code au mauvais niveau d'abstraction, ça va être le cas si vous vous rendez compte que quelquefois, dans une classe, vous avez des choses très précises qui font référence à ces choses de bas niveau, et des choses très très abstraites, assez conceptuelles. C'est peut-être que vous auriez dû d'abord passer par une interface, ou peut-être par une classe abstraite. En plus, je rappelle que maintenant, comme on peut mettre des méthodes par défaut dans les interfaces, quand vous avez une méthode qui est définie uniquement en termes d'autres méthodes, et qui sont dans l'interface, et du coup, ça, vous pouvez le mettre en dur dans votre interface. D'accord? Et ça fait qu'on reste à un haut niveau. Donc si je reviens ici, interface. Donc vous avez une interface ici. Vous savez cette méthode, cette interface, elle doit vous proposer une méthode F, une méthode G et une méthode H. Mais vous savez que finalement, H, F de int A, c'est faire F de G. Et bien du coup, ça maintenant, vous pouvez le mettre directement dans l'interface en mettant default ici, int F de H, pardon, int B. Quelle version de... Ça, c'est depuis Java 8. Pardon, c'est F de... Non, c'est... Ouais, faut que je... int. D'accord? Et donc ça aide aussi, ça veut dire que là, je suis quand même sur des choses de très haut niveau, très conceptuelles. Après, et H, elle est définie, c'est finalement un truc de haut niveau qui est défini en fonction de F et de G. Après, le détail de la présentation de F et de G, qui nécessite vraiment de travailler sur la structure de l'objet qui importe l'interface sur l'interface, ça, je peux le définir juste dans la classe en question. Mais finalement, ce truc-là qui est de haut niveau, je peux le remonter directement au niveau de l'interface. D'accord? Du coup, vu que c'est pas un défaut, ça veut dire aussi que H, on peut la... On peut la redéfinir si nécessaire. D'accord. D'accord?
Après, Et alors là, par ça, contre, ouais, par contre, voilà, je me pose la question, est-ce qu'on a le droit? Non. ah, mais non, mais c'est pas de base son public et final. Bah non, puisque justement, une méthode d'interface, je dois normalement la redéfinir. Elle ne peut pas être final F ou G. Mais tu vois, ouais, enable modifier, default statique, on dit public, private, abstract, voilà. J'ai pas droit à final dans les méthodes d'interface. Même si pour une méthode default, on pourrait supposer que ce serait autorisé, mais on n'y a pas droit. D'accord. Par contre, par défaut, c'est public. C'est par défaut, c'est public abstract. En fait, et c'est d'accord. Voilà, une méthode que je mets dans une interface, elle est public abstract. Mais comme elle l'est forcément, c'est facultatif. Donc je peux ne pas mettre abstract, je peux ne pas mettre public. La dernière fois, j'avais eu une erreur parce qu'il n'y avait pas de public. Bah, pourtant, normalement, même si je mets abstract sans public, d'accord. Voilà. Public, c'est facultatif pour les interfaces, elles sont forcément publiques. Enfin, elle était jusqu'à Java 8 au moins. Depuis Java 9, je peux déclarer des méthodes default privées. Private. Non, c'est que des méthodes statiques. Je suis dans quelle version de Java là? J'ai autorisé Properties et Java Compiler. Non, parce que je suis en Java 14 et on peut avoir des méthodes privées dans les interfaces justement. Bah si, là normalement. Parce que pourquoi est-ce qu'il râle? Il y a combien private. Ah, il faut qu'elle soit statique. Donc c'est les statiques, c'est pas les defaults qui peuvent être voilà. Une méthode statique peut être privée. Et on peut la définir. Alors, oui, les méthodes statiques dans les interfaces. Par contre, du coup, il faudrait que celles-là soient statiques, puisque je les appelle. Et du coup, il faudrait que j'en donne un corps, puisque les méthodes statiques. Ah, toutes les méthodes statiques doivent être définies dans l'interface alors? Oui. D'accord. En fait, les méthodes statiques que je mets dans les interfaces, peu importe ici. C'est exact. En fait, ça remplace. Enfin, le but, c'est de pouvoir remplacer ce qu'on avait, par exemple, dans les classes comme celle-là. Java pour utile. Voilà. La classe collections ici. Où est-ce qu'elle est? Ici. Voilà. La classe collections en Java, c'est une classe qui est une bibliothèque de méthodes statiques qui s'applique aux collections. D'accord? Et donc, en fait, ça, c'est complètement lié au type collection, où j'ai une interface collection. D'accord? Mais jusqu'à Java 8, donc quand ça a été défini, bah, je ne pouvais pas mettre de méthode statique dans l'interface. Donc j'étais obligé de garder l'interface collection et cette classe collections. Avec les méthodes statiques, eh bien, toutes les méthodes qui se rapportent aux collections, là, j'aurais pu les mettre de manière statique dans l'interface collection. D'accord? C'est le but de l'interface statique. Et du coup, c'est quoi la différence entre statique et défaut C'est que statique, ça reste une méthode de classe. Enfin, sauf que c'est une méthode d'interface, si tu veux. Ça ne s'applique pas à une instance. La méthode default, c'est une méthode qui va s'appliquer à une instance. Ah oui, d'accord. D'accord? Alors, si on regarde par exemple la classe comparator, ici, où on a une méthode ici reverse. Où est-ce qu'elle est? Ici. Enfin, reverse. Cette méthode-là, c'est pareil, c'est une méthode qui, à partir d'un comparateur, me construit un comparateur qui compare dans l'autre sens. Et bien, on voit bien que ça, finalement, c'est quand même un concept de haut niveau. Je peux le définir directement à partir de mon comparateur. Et donc, ça peut être une méthode default de l'interface comparator. Et donc, ça, c'est quelque chose qui a été rajouté dans Java 8. Et qui veut dire que maintenant, bah, je peux facilement, quand j'ai quelque chose qui me trie mes données par ordre croissant, les trier dans l'ordre décroissant en appelant la méthode reverse sur mon comparator, qui trie dans l'ordre croissant. Et donc, finalement, on voit bien que définir réellement comment je compare mes personnes, ça, c'est du bas niveau. J'ai besoin de connaître comment est définie une personne. Donc, ce sera défini dans ma classe personne qui implantera, dans ma classe comparateur de personnes. Mais par contre, le fait de passer d'un comparateur des personnes par ordre alphabétique à un comparateur par ordre alphabétique, ça, finalement, c'est plus conceptuel, c'est du haut niveau, et ça peut être mis à ce niveau-là. D'accord? Et d'ailleurs, sur la fin de méthode default. Voilà.
Alors, classe de base dépendant de classe dérivée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai une classe A dont héritent les méthodes B, les classes B et C, par exemple, donc je suis dans la classe A. Je suis dans une méthode N, ici, et bien je ne peux pas faire if this instance of D. Alors, enfin je ne peux pas faire ça, je peux l'écrire, d'accord? Dans la méthode N de la classe A, il se peut très bien que, effectivement, je sois à l'instance de D sur une instance de B, ou je suis sur une instance de A ou sur une instance de C. Donc ça, je peux l'écrire, mais j'ai aucune raison de l'écrire. Si je veux que M se comporte différemment pour les objets de B, eh bien tout simplement, dans B ici, je redéfinis M. D'accord? J'ai la possibilité de redéfinir des fonctions et la liaison dynamique qui me fait ça. Et je n'ai pas à écrire ce genre de choses. Une classe ici mère n'a pas à se préoccuper ici de ces classes dérivées. Voilà, donc après, donc beaucoup trop d'informations, ça c'est avec le cas si j'ai par exemple beaucoup trop de méthodes ou d'instances dans une classe, eh bien il faut peut-être que je structure mon code, que j'éclate en différentes choses. Peut-être que ce qu'il y a déjà dans ma classe, je pourrais le regrouper en différentes sous-classes, etc. Le code mort, c'est un petit peu comme des fonctions mortes, mais c'est au niveau d'un bout de code dans une fonction. D'accord? Alors, il y a des choses qui sont légales. Par exemple, en Java, je ne peux pas écrire du code après un return. Ça passe pas à la compilation. Mais il y a des cas où finalement, je suis grosso modo un if false. Forcément, ce qui est dans mon if va jamais être exécuté. Ce genre de choses. Séparation verticale. Une variable ou une méthode est déclarée loin de sa première utilisation. Quand je déclare une variable, il faut que j'utilise très peu de temps après. De même quand je déclare une méthode. Alors ça, On est sur des variables globales. en Java, tu n'as pas de variable globale, tu as éventuellement des variables d'instance. Mais tu n'as pas de variable globale. D'accord? Alors après, est-ce qu'on en reparle ici? Non. Je regarde juste un truc avant de parler de la suite. Alors juste sur la séparation verticale, donc ça veut dire que dans une méthode, je déclare mes variables juste avant de les utiliser. D'un autre côté, on aime bien quand même quelquefois dans les méthodes toujours déclarer les variables au début d'une méthode. Et le problème c'est que si je fais ça, alors enfin, ça c'est discutable. Il y a des gens qui aiment bien déclarer les variables au début d'une méthode. Comment je fais pour concilier les deux, déclarer toutes les variables au début de la méthode, mais qu'elles sont utilisées peu de temps après leur déclaration? La seule solution c'est d'avoir des méthodes petites. D'accord? Et donc vraiment la taille des méthodes, c'est quelque chose de fondamental. Incohérence, par exemple, si on n'utilise pas, on ne respecte pas des règles nommales, la façon de nommer ces choses. Quand on a du code, des commentaires, des variables qui servent à rien, c'est pareil, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Hériter par exemple d'une interface juste pour utiliser ses constantes ou d'une classe, c'est une mauvaise solution. Donc il faut trouver d'autres façons de faire. Ça peut être un import statique, ça peut être voilà, enfin, des types énumérés pour définir tout un ensemble de choses. Envie de fonctionnalité, ça c'est si quand une méthode fait beaucoup d'appels à l'accessoire d'un objet. Donc elle a envie d'avoir plein de choses sur l'objet. Eh bien c'est peut-être que finalement, eh bien, cette méthode elle devrait plutôt être une méthode de l'objet en question, plutôt qu'une méthode à l'extérieur. Et transférer la méthode dans la classe de l'objet en question. Intention obscure, ça va arriver si il y a une partie du code qui vous semble assez incompréhensible. Donc vous redétaillez le code, vous remettez une fonction intermédiaire avec un nom clair pour expliquer que je fais cette partie-là, par exemple. Voilà. Bon, si clairement on trouve que la classe n'est pas là où on s'attendrait à la trouver, par exemple.
Une méthode statique qui modifierait un de ses paramètres, bah, c'est peut-être qu'en fait, ça ne devrait pas être une méthode statique, mais une méthode d'instance de la classe du paramètre en question. Les variables explicatives, on en a parlé tout à l'heure. J'ai une expression, par exemple, booléenne un petit peu compliquée, ou même une expression arithmétique compliquée. Plutôt que de garder mon expression sur 3 lignes et demie, eh bien, je passe par des variables intermédiaires qui donnent un sens à chaque partie de mon expression. Et comme ça, je comprendrai bien comment mon expression est faite. Alors, pour prendre l'algorithme, ça c'est quelque chose d'indispensable. Avant d'implanter un algorithme, vous devez comprendre comment il fonctionne. Vous ne devez pas forcément comprendre sa justification. Peut-être que vous travaillez sur un domaine bien spécifique qui sont un domaine de la physique des particules, vous ne connaissez pas trop, vous n'avez pas à comprendre pourquoi cet algorithme c'est le bon. Mais vous devez bien comprendre son principe, quitte à le dérouler un petit peu à la main, sur des cas particuliers, mais avant d'implanter un algorithme, il faut avoir compris son principe, sinon c'est là que vous risquez aussi d'avoir des erreurs dans l'implantation d'un algorithme. Rendre physique les dépendances logiques, c'est-à-dire que si par exemple, pour pouvoir exécuter une méthode B, il faut absolument avoir exécuté A avant, eh bien imposez-le. Faites pas confiance à l'utilisateur. Alors soit dans B vous appelez A et vous rentrez A par exemple privé, ou alors dans B vous introduisez un marqueur pour savoir si vous êtes passé par A, et dans B, si avant vous n'avez pas appelé A, eh bien vous appelez A. C'est une façon de faire, d'accord? Mais voilà, faites pas confiance à l'utilisateur de vos classes, si vous faites une bibliothèque. Rendez obligatoire par des moyens ad hoc ce qui doit l'être. Donc préférez le polymorphisme au test. Grosso modo, ça revient un petit peu à ça. Plutôt que de faire des sous-cas selon des trucs, ben, vous écrivez ici des méthodes spécifiques et vous appelez la méthode sur l'instance qui représente ça. Et ça, du coup, eh bien, ça appellera une méthode ou une autre suivant le cas. C'est exactement ce qu'on a dans les pattern état. Si vous vous souvenez bien, où je représente l'état d'un objet par une variable de type état. Et après, j'appelle la méthode Toto sur état. Et donc, suivant que je suis dans l'état 1 ou l'état 2, bah, Toto ne fera pas la même chose. Alors, mais du coup, je n'ai pas fait de test. L'avantage, c'est que du coup, comme votre code, vous n'avez pas un if à analyser, eh bien, votre code est finalement plus simple à comprendre. Bon, évitez les nombres magiques, j'en ai déjà parlé. Les conventions standards aussi. Être précis dans les types qu'on utilise. Attention aux types réels, c'est toujours piégeux. Hein. Je rappelle ce genre de choses. Alors là, je vais vous faire un Python, mais on a exactement la même chose en Java. Si je fais 2.7 plus 1.2, voilà. Ça fait, pour moi, ça fait 3,9. Mais pour la plupart des ordinateurs, ça ne fait pas 3,9. Ça fait 3,904. Ah, il sort d'où? Et d'ailleurs, juste là pour vous montrer, en Java, j'ai exactement la même chose. 2.7 plus 1.2. Voilà. Java me donne exactement la même chose que Python. Pourquoi? Parce que nous, on travaille avec les nombres décimaux, écrits en base 10. Java, enfin, tous les ordinateurs, derrière, ils travaillent avec des nombres écrits en base 2. Et les nombres écrits en base 2, quand c'est des nombres à virgule, c'est ce qu'on appelle les nombres diadiques. C'est-à-dire que c'est des nombres qui ont un nombre de chiffres fini après la virgule, mais un nombre fini en base 2. Et les nombres qui ont un nombre de chiffres fini après la virgule en base 10, et ceux qui ont un nombre fini chiffre après la virgule en base 2, eh bien, ça ne correspond pas. Et donc, quand je convertis 2.7 en 1.2 en base 2, je peux avoir des erreurs d'arrondi, parce que peut-être que ça en base 2, ça ne se termine pas. Et inversement, quand ça va donner un chiffre en base 2 qui a un nombre de chiffres, un nom qui a un nombre de chiffres après la virgule, quand je reconvertis en base 10, si ça se trouve, c'est un nombre qui ne se finit pas. Et donc c'est pour ça qu'on a des soucis avec les réels. Et donc, notamment, quand on compare, on fait des comparaisons avec des réels, on ne fait jamais des comparaisons avec un égal-égal. On fait toujours des comparaisons avec un delta. D'accord? Donc on prend la valeur absolue, on vérifie qu'elle est inférieure à un epsilon donné. Voilà, donc privilégier la structure à une convention. Bah, ça, on revient un petit peu sur ce que j'ai dit après, tout à l'heure, sur le passage obligé. Quand vous avez une façon de faire qui est imposée, eh bien, imposez-la par la structure de votre code, ne faites pas confiance à l'utilisateur. Donc là, par exemple, ça peut utiliser le pattern patron de méthode. Vous avez vu?
qui impose une certaine façon de faire les choses, ça c'est figé. Après, chaque morceau, ça peut être décliné de telle ou telle façon, mais la structure générale, elle est imposée dans le patron de la méthode. Les expressions conditionnelles, eh bien, on en a parlé. Les encapsuler dans une fonction qui donne un sens clair à la conditionnelle. Qu'on n'ait pas posé la question, quand on analyse ce qu'on fait dans le if, sur est-ce que le test c'est bien le bon. Il faut que le test soit quasiment qu'un nom, et qu'on sache que dans ce cas-là, eh bien, c'est logique qu'on fasse ça. Éviter les expressions conditionnelles négatives, if not cond, sauf des cas très particuliers, if not while not terminé dans une boucle, ça c'est classique, on peut y l'utiliser. Mais sinon, attention, c'est souvent, ça complique la lisibilité du code d'avoir une négation dans une conditionnelle. Donc les fonctions ne doivent faire qu'une seule chose. Ça, on est un petit peu sur le single responsibility principle des concepts solides, sauf qu'on n'est pas au niveau d'une classe, on est au niveau d'une fonction. Couplage temporel caché, bien à nouveau, rendre le couplage explicite quand quelque chose doit être fait avant autre chose. Ne pas être arbitraire, et donc éviter que le code impose des choses sans raison. J'ai besoin d'une collection d'objets. J'ai besoin d'indices? Non. Pourquoi j'ai imposé une liste? Collection, dans mon type. Après, concrètement, il va bien falloir que je décide si je crée un relist, un set ou autre. Mais je reste le plus général possible dans mon type. J'ai besoin d'une liste, parce que là, il faut bien que je sache quel est l'objet qui a l'indice 3. Je veux une liste. Mais une relist, une linked list, à ce moment-là, c'est pas mon problème. D'accord? Voilà, donc, au niveau des structures de données, au niveau du code, ne pas imposer quelque chose qui n'a pas de raison d'être. Encapsuler les conditions limites, ça peut être pratique, de toutes ces conditions limites, de le regrouper, par exemple, dans une classe. Et pour ça, vous avez un design pattern qui existe, alors que je n'ai pas présenté, notamment parce qu'il n'est pas dans le Gang of Four, qui est un design pattern cas particulier. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion de vous le présenter, mais grosso modo, ça veut dire que pour tout ce qui est le cas limite, ou tout ce qu'on peut faire différemment, eh bien, je vais créer une sous-classe de ma classe de base, et je vais définir toutes les fonctions pour dire ce qu'elles doivent faire sur ce cas particulier. Vous avez dit que ce pattern ne se trouve pas dans le livre Gang of Four, le livre de référence sur les design patterns. D'accord? Comme le design pattern DAO que vous avez vu pas la semaine dernière, la semaine d'avant, c'est un design pattern qui existe mais qui n'est pas dans le Gang of Four. Voilà. Donc mettre les fonctions au bon niveau d'abstraction, on en a déjà parlé un petit peu. Tout ce qui est configuration, il ne faut pas que ce soit noyé dans le code. Il faut que vous ayez une façon claire de régler tout ce qui est configuration, qu'il faut un endroit. D'accord? Et que si à un moment ou à un autre vous devez adapter votre code, vous n'ayez pas à chercher, ah oui, il faut que je modifie ça à tel endroit, puis ça à tel autre endroit, puis ça à tel autre endroit. D'accord? Éviter la navigation transitive, c'est-à-dire éviter qu'un code contienne un truc genre A.getB, .getC, .m. Le fait d'aller accéder à une variable d'instance, finalement, d'une variable d'instance d'un objet. Du coup, c'est peut-être que il faudrait que j'ai une façon directe depuis A d'accéder à C, par exemple. Voilà. Donc ça, j'en ai déjà un petit peu parlé sur les imports, palette et les constantes. Privilégier les énumérations constantes quand c'est possible. On a les types numériques qui sont en Java depuis Java 5. Quand c'est possible, il faut les utiliser. On a aussi plein de choses ici sur les noms. C'est vraiment important de nommer correctement ces choses. Et même dans une boucle, avec la variable de boucle, avant de les appeler bêtement IJK, posez-vous la question, est-ce que j'ai pas un numéro ligne, un numéro de colonne? D'accord? Tout ce qui est sur les tests, on en reparlera un petit peu quand on parlera des tests. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose d'important, les tests. Donc on aura tout un cours là-dessus. Et encore, en un cours et un TP, on va forcément aller vite. Il y a quelques années, je faisais un cours sur les tests, j'y passais 60 heures. Voilà, donc c'est juste pour vous dire que... Et encore avec ça, il y a plein de tests dont je ne parlais pas. Hein. Je parlais essentiellement des tests fonctionnels, je ne parlais pas des tests de montée en charge, je ne parlais pas des tests pour les sites web, etc. C'est vraiment un domaine très très spécifique, les tests. Voilà, donc ça, c'était un petit peu donc, tous ces concepts généraux. Donc vous voyez, en fait, ils ont été repris dans le checkstyle. Entre autres, on peut les retrouver dans PMD par exemple, ou dans Findbuzz ou autre. Et donc, dans
15 jours, vous aurez un TP justement sur l'utilisation du check style pour essayer de revoir un code de qualité. Voilà, et on s'arrête là pour aujourd'hui.